Bien, mes chers collègues, on va essayer d'être rapide, sans se précipiter pour longtemps, mais être concis, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont prévu de repartir ce soir, compte tenu que peut-être demain, tout ne fonctionnera pas correctement. Moi, j'ai le temps, hein. Moi, j'ai le temps. Moi, je ne repars pas avant la fin de la semaine, donc si ça dure toute la nuit, moi, ça ne me pose aucun problème, mais c'est simplement pour aider quelques collègues qui m'ont dit qu'ils prenaient des trains ce soir. Voilà, je ne fais que le relais de certains collègues. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, après avoir entendu ce matin l'ambassadrice déléguée à l'environnement sur les enjeux de la COP 15, nous poursuivons cette journée placée sous les auspices de la biodiversité et de l'environnement. Nous avons le plaisir d'accueillir la secrétaire d'État chargée de l'écologie pour sa première intervention devant notre commission. Vos attributions ont été précisées par décret en date du 29 juillet dernier, et le constat qui s'impose en le parcourant, c'est que votre secrétariat d'État et notre commission sont unis par une grande proximité avec des champs de compétences très proches. Afin que nos collègues puissent s'en rendre compte, je les énumérerai brièvement. Protection et valorisation de la nature et de la biodiversité, transition vers une économie circulaire, politique de réduction et de traitement des déchets, négociations européennes et internationales sur l'eau et la biodiversité, gestion de la faune sauvage et des grands prédateurs, protection des paysages et des sites, pilotage et coordination de la stratégie nationale pour la biodiversité. Pour chacun des items de votre portefeuille ministériel étoffé, vous avez face à vous plusieurs commissaires spécialisés qui ne manqueront pas de vous interroger sur votre feuille de route et sur les priorités que vous comptez porter. Mais également aux côtés des territoires et au niveau ministériel. Vous le savez, nous avons au Sénat la conviction que ce sont les collectivités territoriales et avec les collectivités territoriales que nous réussirons la transition écologique en les accompagnant et en les mettant au centre du jeu. En premier lieu, j'aimerais connaître l'esprit et les ambitions qui vous animent à un mois de la COP 15 à laquelle vous participerez avec vos équipes. Comment, Madame la Ministre, préparerez-vous cette échéance primordiale pour élaborer un nouveau cadre mondial pour la biodiversité à l'horizon 2030 ? Quels sont les enseignements que l'on peut d'ores et déjà tirer des négociations préalables et des échanges informels qui ont eu lieu en amont de la COP 15 ? Alors que la France co-préside avec le Costa Rica la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, un accord ambitieux et transformateur est-il à notre portée ? À ce propos, je vous informe qu'une délégation de notre commission se rendra à Montréal du 11 au 14 décembre prochain pour contribuer modestement à faire entendre la voix de la France sur les sujets qui nous sont chers. Vous pourrez compter sur notre appui et notre soutien lors de cette échéance décisive. Période budgétaire oblige, nous aimerions également que vous évoquiez les priorités, que vous évoquiez les évolutions des crédits consacrés à l'environnement à l'occasion du projet de loi de finances pour 2023 en cours d'examen. Nous nous réjouissons que le budget de la transition écologique et de la cohésion des territoires soit porté à 40 milliards d'euros. Mais force est de constater que le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité contribue grandement au brunissement du budget de l'État et à l'amoindrissement des efforts de la France. Comme le montre le rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État, la crise énergétique que nous subissons montre à quel point la transition climatique et écologique est dépendante des facteurs socio-économiques. La forte inflation subie par les opérateurs, l'évolution du coût de l'énergie et la revalorisation du point d'indice invitent en partie à relativiser l'importance des augmentations qui figurent dans la mission écologie, développement et mobilité durable. Les opérateurs entendus par nos rapporteurs pour avis font état de surcoûts importants liés à la consommation de fluides qui dépassent souvent les hausses de crédit qui leur ont été octroyées. Comment, Madame la Ministre, le gouvernement compte-t-il accompagner des opérateurs à qui l'on demande toujours plus si l'inflation devait durablement s'installer ? J'aimerais enfin vous interroger sur le fonds vert, doté initialement de 1,5 milliard d'euros, puis de 2 milliards, afin d'accélérer la planification écologique territoriale. Pouvez-vous nous préciser les actions subventionnables qui entrent dans le champ de cette nouvelle enveloppe
Selon quels mécanismes et critères seront-ils répartis? Comment les collectivités territoriales pourront-elles en bénéficier? Y a-t-il une clé de répartition géographique? Comment le dialogue avec les préfets et les maires concernant l'articulation des crédits sera-t-il assuré? Sur la somme totale allouée au fonds vert, quelle est la part des crédits recyclés et des crédits nouveaux? Madame la secrétaire d'État, vous avez la parole pour un propos liminaire synthétique et je vous laisserai répondre à cette série de questions avant de répondre à la séquence des questions-réponses de mes collègues. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je tenais déjà, première chose, à vous remercier pour votre invitation, parce que j'ai beaucoup de plaisir à venir dans cette enceinte et de pouvoir évidemment avoir un dialogue constructif avec vous. Voilà, donc je suis évidemment ravie de cette invitation et donc je renouvelle mes remerciements. L'été que nous venons de traverser entre pénurie d'eau et incendie a été une nouvelle illustration de l'urgence écologique à laquelle nous sommes confrontés. Le changement climatique a désormais un impact concret sur tous les pans de notre vie quotidienne que plus personne ne peut nier. Mais l'urgence, elle est également celle de la préservation de la nature. En 50 ans, la situation de nos espaces naturels, de nos océans comme de la faune mondiale est devenue extrêmement alarmante. Perte de 35% des lacs, rivières et marais, disparition de 66% des mammifères, perte de 80% des poissons d'eau douce. 1 million d'espèces sont aujourd'hui menacées, ce qui est inédit dans notre histoire. Le portefeuille qui m'a été confié a cette vocation, mettre la préservation de la biodiversité au même niveau que le climat. Cette extinction silencieuse qui se déroule sous nos yeux doit être combattue avec la plus grande force. Elle constitue, avec la lutte contre le changement climatique, une priorité absolue du mandat du président de la République qui a nommé pour la première fois une première ministre en charge de la planification écologique. Son pilotage s'appuie sur des moyens nouveaux et conséquents. Comme vous le savez, la première ministre a annoncé donc un fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires de 2 milliards d'euros, dont au minimum 150 millions d'euros pour la biodiversité. Il s'agit bien de crédits nouveaux, tous orientés vers l'adaptation de nos territoires aux enjeux du changement climatique et la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Le budget que je viens vous présenter aujourd'hui est donc bien un budget de cohérence entre l'ambition que nous portons et les moyens que nous nous donnons. Pour 2023, la préservation de la biodiversité et la prévention des risques bénéficieront de 3,6 milliards d'euros. La troisième stratégie nationale biodiversité, qui est en cours d'achèvement, doit être la référence cadre pour la mobilisation de nos énergies. 150 millions d'euros lui seront spécifiquement dédiés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique. Le premier objectif de mon portefeuille est donc bien la protection des espaces naturels et des habitats. C'est ce que je porte avec la stratégie nationale Air protégé qui a été inscrite dans la loi Climat et Résilience. Elle a fixé 2 cibles majeures que vous connaissez déjà. Protéger 30% de notre territoire, dont un tiers en protection forte. Ces cibles concernent l'Hexagone comme l'Outre-mer, la terre autant que la mer. Aujourd'hui, si l'objectif de protection est atteint, il reste encore du chemin à parcourir en matière de protection forte. De nouveaux projets sont en cours de réflexion localement et nous n'écartons pas la possibilité d'un 11e parc national sur les zones humides. Sur cette question de la protection, je travaille à l'aboutissement du transfert aux régions des sites Natura 2000 décidé par la loi 3DS. Le dialogue se poursuit avec Régions de France. Aussi, la protection des espaces et des habitats doit nous permettre de mieux appréhender la seconde priorité, qu'est la protection du vivant. Je le disais en introduction, l'érosion de la biodiversité animale est tout aussi inquiétante que celle de nos espaces naturels. Les plans nationaux d'action constituent un autre outil majeur qui vient en complément du régime de protection légale des espèces. 7 plans nationaux de préservation d'espèces menacées dans l'Hexagone comme en Outre-mer ont été lancés dernièrement. Je suis aussi régulièrement interpellée au sujet des prédateurs. La première chose que je souhaite dire est mon soutien à tous nos éleveurs. Je consulte tous les acteurs sans exclusivité pour connaître les visions de chacun et voir comment avancer dans la résolution de ces conflits.
Les espèces sont protégées. Il s'agit donc d'accompagner l'augmentation des populations vers des populations viables en gérant au mieux les dommages sur les élevages. L'eau est le troisième grand pan de cette lutte pour la préservation de la biodiversité. C'est pour répondre à ces tensions sur l'eau que nous avons lancé avec Christophe Béchu et Agnès Firmin-Lebaudot un grand chantier eau à Marseille le 29 septembre dernier. Nous devons rapidement apprendre à concilier solutions de court et de long terme. Principal financeur de la biodiversité en France, les agences de l'eau bénéficient d'un plafond annuel de recettes pour des redevances qui est fixé à 2,2 milliards d'euros depuis la loi de finances 2021. Ce plafond est maintenu, tout comme leur plafond d'emploi pour 2023. L'enjeu de l'érosion du trait de côte est également un sujet que vous connaissez bien et qui pèse fortement sur les collectivités territoriales. Il est également au cœur de mon portefeuille. Sur ce sujet, j'ai conscience de la nécessité de construire une capacité pérenne de financement des adaptations qui seront nécessaires dans les prochaines années. Nous estimons à 20 millions d'euros le besoin de financement annuel pour répondre aux enjeux. Nous avons conscience que certaines années peuvent nécessiter plus et d'autres moins. Ce sont justement plus de 20 millions d'euros qui seront engagés en 2023 dans le cadre du projet de loi de finances. Toutefois, nous devrons parvenir à trouver un mode de financement pérenne qui ne repose ni uniquement sur les collectivités territoriales, ni uniquement sur l'État. Je vais donc lancer une grande consultation avec les parlementaires et les élus locaux d'une durée d'1 an pour parvenir à élaborer ensemble ce modèle de financement. Je partage également l'enjeu de la protection et d'une utilisation durable de nos forêts avec le ministre de l'Agriculture. 200 millions d'euros seront consacrés à l'adaptation des forêts au changement climatique. S'agissant du renouvellement forestier, il est envisagé un financement pérenne de 100 à 150 millions d'euros par an, mobilisant les outils de la finance carbone. Dans le même temps, un chantier national de replantation des forêts va être lancé avec l'objectif de replanter 1 milliard d'arbres d'ici 10 ans. Ça a été annoncé par le président de la République la semaine dernière. Plus globalement, la Première ministre a annoncé que la forêt serait un des premiers secteurs concernés par la planification écologique. Dans cette perspective, je souhaite, avec les acquis des assises de la forêt, que ça serve de socle pour prolonger et amplifier les actions. Je suis aussi concernée par la question de la chasse. Les accidents sont une préoccupation majeure. Si des progrès ont été réalisés depuis 20 ans avec une baisse sensible du nombre d'accidents, nous devons tendre vers le zéro accident. Comme vous le savez, évidemment, les sénateurs Chaise et Carrère ont produit un rapport dont je souhaite saluer la qualité. Il sera l'une des bases de la réflexion globale que je souhaite lancer sur ce sujet. Cette consultation devra permettre de trouver des solutions qui portent sur l'ensemble des enjeux. La formation, l'encadrement des pratiques de la chasse, l'information et le partage de l'espace. Et je souhaite aboutir d'ici Noël sur ce dossier. Les moyens du ministère sont concentrés sur le programme 113, Paysages, eau et biodiversité, que vous aurez évidemment à voter prochainement dans le cadre de l'examen de la deuxième partie du PLF. Il connaît une nouvelle augmentation de 30,4 millions d'euros par rapport à 2022 et va atteindre 274 millions d'euros en 2023. L'Office français de la biodiversité, qui est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, verra sa subvention pour charges de service public de l'OFB augmenter de 25 millions d'euros à format constant. Elle atteindra donc 78,8 millions d'euros et s'ajoutera à la contribution de près de 383 millions d'euros des agences de l'eau pour 2023. Second opérateur particulièrement important pour les parlementaires, l'Office national des forêts. Principalement sous tutelle du ministère de l'Agriculture, il bénéficiera d'une augmentation pour ses missions d'intérêt général de 2,5 millions d'euros, auxquelles s'ajoutent 10 millions d'euros pour renforcer les missions DFCI. Enfin, nous pouvons noter que 5 ETP supplémentaires ont été accordés au Conservatoire du littoral. Ils viendront soutenir sa politique d'extension des territoires qu'il protège. Je vais vous parler maintenant d'économie circulaire. Nous devons tendre vers une société de la réparation, du réemploi et du recyclage pour économiser nos ressources et décarboner notre consommation.
Aujourd'hui, les financements de l'économie circulaire sont supportés d'une part par les filières à responsabilité élargie des producteurs, les REP, et d'autre part par l'ADEME, qui est l'opérateur de l'État dans ce domaine. L'ADEME bénéficiera de crédits du programme 181 pour le Fonds économie circulaire qui est revalorisé à 220 millions d'euros pour 2023. Ces moyens financiers doivent répondre à un objectif clair. État, collectivités, producteurs et consommateurs doivent réduire les quantités de déchets mis en décharge et développer le recyclage, particulièrement des plastiques, ainsi que la valorisation des biodéchets. Pour parvenir à cet objectif d'une meilleure gestion de nos déchets, une trajectoire de hausse de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, sur l'enfouissement des déchets a été programmée entre 2018 et 2025. Elle doit donner de la visibilité et rendre le recyclage des déchets économiquement plus attractif que leur élimination. Cette réforme s'inscrit dans un équilibre global dans lequel de nouvelles capacités financières ont été données aux collectivités pour investir et pour s'adapter à travers plusieurs mécanismes de soutien, comme l'allègement à 5,5% de la TVA sur les activités de tri, de recyclage et de prévention des déchets, la réduction des frais de gestion perçus par l'État sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatives, et également la mise en place de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs, dites REP. Au-delà des mesures de réduction des déchets, la politique de l'économie circulaire que nous menons réoriente la prise en charge des déchets de plus en plus fortement vers les fabricants et distributeurs des produits dans une logique de pollueur-payeur. D'ici 2030, ce sont 6 milliards d'euros que représenteront l'ensemble de ces filières REP pour réduire les coûts de la réparation des produits. Cela doit permettre d'augmenter leur durée de vie, de développer le réemploi et les produits reconditionnés et de recycler les déchets. Une nouvelle REP pour les produits et matériaux de construction du bâtiment a par exemple été lancée en octobre. Ce sont ainsi 4 éco-organismes que l'on vient d'agréer aussi pour une entrée en vigueur entre 2023 et 2027. L'objectif est de développer dès 2023 le réemploi et le recyclage des déchets du bâtiment, mais aussi de mettre fin aux décharges sauvages grâce à la reprise gratuite des déchets et la création de nouvelles déchetteries accessibles aux artisans et TPE. Parmi les secteurs dans lesquels nous devons accélérer, le secteur du textile est l'un des plus impactants. Le textile représente 450 000 tonnes jetées dans les poubelles chaque année. Ça représente tout de même 45 tours Eiffel. L'empreinte carbone de notre consommation textile est de près de 30 millions de tonnes équivalent carbone. C'est pour répondre à ces défis que j'ai lancé début octobre une grande consultation pour transformer en 6 ans la filière textile afin de financer la réparation, le réemploi et le développement d'une filière industrielle de recyclage des textiles en France. C'est une REP qui peut atteindre 600 millions d'euros sur la période pour favoriser la réparation, le réemploi, le recyclage et 350 millions pour avantager, via des bonus, les produits éco-conçus. Nous agissons aussi sur les emballages ménagers. Parmi les nouveaux financements, on compte 62 millions d'euros pour les nouvelles poubelles de rue et 100 millions d'euros pour accompagner les collectivités dans le nettoyage des espaces publics. Sur le plastique, toutes REP confondues, 4 millions de tonnes sont jetées chaque année, en majorité des emballages. Le recyclage de tous les plastiques reste insuffisant et à peine 20% à ce jour sont recyclés. Nous pouvons, et je crois pouvoir dire que nous devons faire mieux. Certaines solutions qui ont pu être écartées dans un passé récent sont désormais assez mûres pour être réabordées. Je pense par exemple à la consigne. La loi AGEC a fixé un calendrier clair. Une décision doit être prise en juin 2023. Si, je dis bien si, nous avons à décider d'une consigne en juin prochain, je veux traiter au préalable tous les enjeux que je rappelais précédemment. La mise à jour des soutiens financiers des collectivités pour assurer la couverture des coûts de gestion des autres déchets d'emballage, la sensibilisation des citoyens sur le geste de tri pour éviter les risques de confusion, l'implication des collectivités dans le maillage territorial des points de reprise et la prise en compte des petits commerces dans le dispositif. Pour que nous puissions prendre une décision éclairée, nous devons nous y préparer. Cette question doit être débattue en concertation, évidemment, avec les collectivités et avec vous. C'est pourquoi nous organiserons des concertations techniques dès le début de l'année 2023.
L'objectif sera de poser sur la table les conditions de la mise en place éventuelle d'une consigne. Nous discuterons également des solutions alternatives à la consigne et c'est ainsi, en connaissance de cause, que nous pourrons prendre une décision à l'été 2023. Comme je vous l'ai démontré, d'importants moyens sont dédiés à la transition écologique dans ce budget, pour la préservation de la biodiversité et pour une économie circulaire performante. J'aurai besoin de tout votre soutien pour accompagner l'ensemble de ces politiques volontaristes et je me tiens prête maintenant à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci, merci Madame la Ministre pour ces propos liminaires. 1 milliard d'arbres à planter, c'est une grande ambition. Mais je vous ferai parvenir le courrier que j'ai adressé au ministre de l'Agriculture il y a quelque temps, parce que j'ai des élus dans mon département qui ont passé des conventions, et c'est bien, sur le plan de relance, pour effectivement, puisque nous, on a des forêts dans nos départements qui sont très, très scolytées, pour replanter. Et donc, l'argent du plan de relance est là, la volonté des élus est là, oui. Les plans sont là, mais on n'a qu'un seul problème, c'est qu'on n'a personne pour les planter. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, l'ONF, je ne parle pas d'agents ONF, je parle des ouvriers ONF. Il n'y en a plus. Et les pépiniéristes ne peuvent pas. Donc, j'ai demandé à ce que ce qui avait été accordé comme crédit jusqu'à fin 2023 dans le cadre du plan de relance. Alors, je sais qu'un plan de relance, si on le fait en disant on le mettra en œuvre dans 50 ans, ça ne sert pas de faire un plan de relance. C'est plus un plan de relance. Mais il faudra, à mon avis, le repousser parce que, et il faut surtout qu'on puisse penser à ce problème qui est effectivement qu'on va manquer de main-d'œuvre pour pouvoir assumer l'ambition qui est très louable et qui est importante, mais derrière, on va avoir ce problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas prendre la parole plus longtemps. Je vais donner tout de suite la parole à Guillaume Chevrollier. Est-ce que vous voulez que je peux répondre déjà peut-être à vos questions? Eh bien, allez-y, allez-y. Parce que vous m'avez donc interpellé. Je vais finir par le dernier sujet, qui est en effet le sujet du milliard d'arbres et des plantations d'arbres. Vous avez raison, il y a le sujet, en effet, de la manœuvre, parce que ça ne se fait pas tout seul, et aussi des essences. Parce qu'il faut, pour ce milliard d'arbres, il faut bien avoir les graines nécessaires et de pouvoir les planter. Donc c'est un sujet sur lequel, évidemment, il y a des engagements qui sont pris. Donc il y aura évidemment les budgets nécessaires qui seront alloués. Mais on reviendra vers vous sur un temps très court sur ce sujet, vu que les annonces sont récentes. Mais il y aura évidemment, c'est une annonce du président de la République. Donc vous imaginez bien que derrière, on va déployer les budgets nécessaires pour pouvoir déployer cela. Vous m'avez interrogé sur 2 sujets, Monsieur le Président. La COP 15. Et évidemment, donc déjà vous précisez que moi j'y serai la semaine prochaine, à partir, donc j'aurai pas l'occasion d'être, parce que vous m'avez dit que c'était jusqu'au 14 novembre que vous aurez une délégation sur place. Décembre. Pardon. Ah, c'est COP 15, pardon, excusez-moi. C'est pas la COP 27, c'est la COP 15. Mais je serai à la COP 15 aussi, voilà. Donc je serai à la COP 27 la semaine prochaine et je serai à la COP 15 début décembre. Donc, en effet, ça ne correspond pas aux dates que vous m'avez données. J'étais restée sur la COP27. J'ai eu une préparation à la COP27 juste avant de venir vous rejoindre. Alors, c'est pour ça que ça m'a... J'ai eu voilà, il y a eu des confusions. Sur le sujet, donc sur la 15e COP de la Convention pour la diversité biologique, donc elle se tient en effet, vous avez raison, du 7 au 19 décembre. Et elle vise déjà à adopter le futur cadre mondial pour la protection de la biodiversité. Et l'objectif de la France est l'adoption d'un cadre ambitieux et structurant qui inclut des objectifs chiffrés avec des financements associés et un cadre de recevabilité pour assurer une mise en œuvre effective. La France, elle est particulièrement attachée à l'objectif de protection de 30% des terres et des mers. C'est porté au niveau français, mais aussi au niveau international, et c'est porté par la coalition Haute Ambition pour la nature et les peuples, qui est coprésidée donc par la France et le Costa Rica. Et cet objectif mis en œuvre au niveau national, grâce à la stratégie notamment nationale air protégée. Les principaux sujets difficiles à négocier couvrent notamment l'inclusion d'objectifs chiffrés, donc le 30 par 30, et les financements, le partage des avantages tirés de l'utilisation de ressources génétiques et les mécanismes de mise en œuvre du cadre. Donc les négociations s'accélèrent. Comme je vous disais, donc moi je serai la semaine prochaine à la COP27. Le président de la République s'est rendu il y a quelques jours pour échanger avec les partenaires, mais surtout faire des annonces importantes sur le sujet. Et donc on a bon espoir d'aboutir sur le 30 par 30. On a eu des retours assez engageants
de la part du ministre chinois, qui est quand même le pays aujourd'hui qui bloque le plus sur les engagements du 30 par 30. Des échanges encourageants parce que pendant longtemps, la Chine a bloqué toute négociation sur ce sujet et là est consciente qu'il faut envoyer un signal et donc est probablement prête à discuter des critères qui seront à respecter pour ces 30%, ce 30 par 30. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse aboutir sur la COP 15 et c'est pour ça que j'aurai l'occasion d'échanger avec mon homologue chinois la semaine prochaine à la COP 27. Donc c'est toujours le vice-ministre chinois, donc ce sera l'occasion d'aborder ce sujet. Sur le fonds vert, donc on a parlé des 2 milliards qui ont été annoncés pour le fonds vert. 150 millions d'euros minimum seront dédiés à la biodiversité. Donc moi je crois sur l'ensemble, il faut évidemment accompagner les collectivités qui portent 2/3 des investissements publics du pays et le fonds vert va permettre de massifier justement ces investissements. Ce qui est souhaité par le ministre Christophe Béchu, c'est une gestion souple et proche des territoires. Donc on aura des crédits qui seront délégués directement au préfet avec des enveloppes qui seront fongibles et le financement, ils iront vers des projets locaux. Il n'y aura pas d'appel à projet. L'idée, c'est de répondre au fil de l'eau des demandes qui seront faites au niveau local. Plusieurs sujets, évidemment. Il y a le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments, le sujet de l'éclairage public, également le recyclage des friches, les biodéchets. Et puis, sur les 150 millions minimum qui sont dédiés à la biodiversité, moi, j'ai voulu flécher pour justement ne pas trop avantager un secteur plutôt qu'un autre parce que, évidemment, on a un certain nombre d'objectifs qu'on s'est fixés et qu'on souhaiterait atteindre. Donc, on a plutôt fléché 65 millions d'euros pour les espèces à protéger, 20 millions d'euros dans la lutte contre les espèces envahissantes, 20 millions d'euros pour la dépollution des sites et 35 millions d'euros pour la restauration de la trame verte et bleue. Il y a un autre sujet aussi, c'est 100 millions d'euros qui seront dédiés à la renaturation des villes pour une adaptation au changement climatique. La priorité, c'est d'avoir cette mise en place d'ici janvier 2023 avec, il y aura en tous les cas des annonces et davantage d'éléments qui seront donnés notamment sur la mise en place de la demande au niveau local qui sera faite au Congrès des maires fin novembre. Vous aurez plus d'informations à ce moment-là. Si vous souhaitez passer aux questions, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je vais tout de suite donner la parole à Guillaume Chevrollier, rapporteur crédit budgétaire, biodiversité, paysage. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État. Dans le cadre des auditions budgétaires que j'ai conduites sur le programme 113, plusieurs éléments ont retenu mon attention. Je commencerai par l'eau, un sujet bien sûr que vous avez abordé, un sujet éminemment sensible avec des territoires cet été qui ont connu une forte sécheresse, avec la centaine de communes dans la capacité de distribuer de l'eau potable à leurs habitants et puis l'émergence des conflits d'usage. Alors nos agences de l'eau agissent au service du petit cycle de l'eau et de la protection des milieux aquatiques, avec des capacités d'intervention dont on a pu mesurer l'efficacité. Cependant, leurs missions se sont étoffées en direction de la biodiversité et les besoins en investissement sur le petit cycle de l'eau sont colossaux. 4,6 milliards par an selon l'Union des industries et entreprises de l'eau. Malgré cela, le mécanisme du plafond mordant limite leurs recettes avec l'écrêtement au-delà de 2,2 milliards d'euros. Ceci entraîne des effets pervers, avec des taxes qui sont modulées pour s'ajuster à cet effet de seuil, qui fausse ainsi le signal prix du coût de l'eau. Quelle est votre approche sur cette question pour remédier à cette tarification de l'eau qui n'inclut pas la raréfaction croissante de la ressource? Concernant le varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, comment allez-vous traduire les pistes destinées à l'issue de cette grande concertation, notamment sur la résilience de notre modèle agricole dans un contexte de changement climatique? Comment accompagner les agriculteurs vers des modèles d'exploitation et d'irrigation plus sobres? Concernant les retenues collinaires qui génèrent des contestations dans certains territoires, comment comptez-vous accompagner les projets pour éviter ce qui s'est produit
dans les Deux-Sèvres et quelle pédagogie mettre en œuvre dans les cas de refus de création. Enfin, dernier point, dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité que vous avez évoquée également, j'aimerais vous interroger sur la stratégie nationale pour les aires protégées. L'objectif de couverture des 30% du territoire national est déjà atteint, mais nous sommes encore loin des 10% sous protection forte. Comment comptez-vous atteindre ce seuil fixé par la loi Climat et Résilience d'ici 2030, sachant qu'un rapport de l'IGF et du CGEDD sur le financement des aires protégées a fait ressortir que la France consacrait 600 millions d'euros par an au financement de ces aires protégées, alors que les besoins actuels sont estimés à plus de double, donc à hauteur de 1,2 milliard, et qu'il faudrait 1,8, soit le triple, pour parvenir à 10% d'aires sous protection forte. Donc la marche est donc encore haute pour y arriver. Donc quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en œuvre pour améliorer les financements publics comme privés en faveur des aires protégées, qui sont un outil efficace de protection de la biodiversité, comme l'ont montré un grand nombre d'études. Et il nous faut effectivement, à l'aube de la COP15, que la France soit véritablement exemplaire, autant dans les discours que dans les mises en œuvre effectives sur le terrain. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, je vous propose de répondre à mon collègue Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, alors il y a eu beaucoup de questions dans votre question, donc je vais essayer de répondre sur tous les sujets. Et en tout cas, il y a eu plusieurs questions sur le sujet de l'eau. J'étais ce matin même à la rencontre des présidents des comités de bassin, et on a eu l'occasion justement d'aborder cette question de l'eau. Évidemment, les différentes solutions qui peuvent être apportées, parce qu'on va avoir besoin évidemment de toutes leurs connaissances pour pouvoir faire mieux, et puis également le sujet du financement. Alors déjà, comme je disais dans mes propos liminaires, c'est qu'on a lancé ce chantier justement à destination de ceux qui agissent au quotidien sur la gestion de l'eau en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après le Varenne de l'eau, les assises, on se rend bien compte qu'on a une vraie problématique depuis plusieurs années, mais particulièrement cet été, ça a été vraiment une situation hors norme. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui nous permettent même en situation pluviométrique inquiétante, avoir assez d'eau pour contenter les usages. Les particuliers, bien évidemment, les industries et aussi le domaine agricole. C'est pourquoi donc on a lancé ce chantier. On attend des remontées. Ils sont déjà en train de beaucoup travailler sur le sujet, et on aura des remontées à la fin de l'année pour pouvoir faire justement des annonces dans le cadre de la planification écologique de la Première ministre, du coup d'avoir des annonces extrêmement concrètes sur le sujet. On va parler de quoi ? Il y a le sujet évidemment de la sobriété, vous l'avez abordé. Il y a le sujet aussi de la réutilisation des eaux usées traitées. On est aujourd'hui mauvais élève en Europe, et il va falloir qu'on arrive à déployer des projets qui sont dans les cartons aujourd'hui et qui attendent d'être déployés, et puis aussi de revoir probablement une partie de nos normes qui sont assez drastiques et qui aujourd'hui bloquent une partie des projets qui pourraient être déployés sur le territoire. Il y a des attentes fortes, nos concitoyens y sont prêts, et je crois qu'on peut aller plus loin sur la REUT. Vous avez parlé aussi des retenues collinaires, ou autrement appelées réserves de substitution aussi, et on a eu un cas, en tout cas des faits divers particulièrement difficiles, il y a maintenant une dizaine de jours à peine, dans le cadre du projet des Deux-Sèvres. Bon, déjà, moi je tiens évidemment à dénoncer les violences qui ont été réalisées durant les violences contre les forces de l'ordre, aussi les menaces qui ont été proférées envers les agriculteurs et aussi tous les ouvriers agricoles présents sur site. Je pense qu'on ne peut pas accepter cette violence-là. On a, sur ce cas précis, en tout cas le cas de Sainte-Soline, mais qui est un cas qui va à mon avis se répéter, c'est-à-dire qu'on a un projet qui est aujourd'hui légal, où il y a eu donc une acceptation du projet parce qu'on a eu des analyses scientifiques qui ont été réalisées, et aussi des contreparties importantes qui ont été engagées par les agriculteurs, notamment la baisse de 50%
des pesticides et également une baisse drastique de la consommation d'eau sur ce secteur. Et on se retrouve avec une non-acceptation d'une partie militante de ce type de projet. Il n'est pas question d'aller généraliser les réserves de substitution en France, ce n'est pas l'objectif. Jamais vous entendrez ça de la part du ministère de la Transition écologique. Maintenant, on doit regarder chaque projet qui respectera des critères extrêmement exigeants, comme il a été demandé pour Sainte-Soline ou encore pour la réserve de substitution qui est engagée à Klein dans la Vienne. Enfin, le projet Klein dans la Vienne. Voilà, ce sont des sujets qui vont évidemment être mis sur la table. Ce seront des solutions qui seront apportées probablement dans les retours que nous aurons par les comités de bassin. Des comités de bassin, des présidents de comités de bassin qui m'ont demandé d'être davantage intégrés dans le processus d'acceptation de ce type de projet. Donc moi, je prends la main tendue et bien sûr qu'on peut leur donner une place plus importante dans ces processus. Et aussi, certains élus locaux ont fait remarquer qu'ils n'avaient pas forcément été consultés alors qu'ils allaient accueillir à proximité ce type de réserve de substitution. Voilà, donc on est évidemment ouvert sur ce sujet. Je trouve important qu'on ait un moment d'échange particulier sur les réserves de substitution compte tenu de ce qui s'est passé il y a quelques jours, mais je ne veux pas laisser penser que le temps que je passe à expliquer ce sujet laisse penser que c'est la solution la plus importante de ce qui ressortira évidemment de ces travaux. Non, pas du tout. On a un travail sur la sobriété, sur la réutilisation des eaux usées traitées et bien d'autres solutions, mais aussi les réserves de substitution sont une des solutions. On a parlé également financement. Vous avez abordé le sujet du plafond mordant. On m'a également beaucoup sensibilisé globalement sur le financement de l'eau et de la biodiversité. Et en effet, c'est un retour que j'ai régulièrement. Aujourd'hui, on ne bouge pas sur ce sujet du plafond mordant, mais c'est un sujet qu'il faudra réaborder, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que si on veut être beaucoup plus ambitieux et apporter les moyens nécessaires aux agences de l'eau, il faudra bien à un moment donné qu'on dégage des moyens qui permettront de déployer un certain nombre de projets. Donc la question va forcément se poser. Et je trouve intéressant justement d'avoir ces travaux qui sont organisés parce que ça nous permettra aussi de poser la question des financements et d'un moment de prendre une décision en disant mais si on veut mettre en place un certain nombre de projets, il faudra bien dégager des financements complémentaires et donc du coup il faudra débloquer le verrou à Bercy. Voilà, sur les aires protégées. Oui. Alors, sur les aires protégées, alors, vous parlez de besoin de moyens. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il y a un rapport qui est attendu. On aura l'occasion de travailler sur un budget l'année prochaine pour les aires protégées. Dans un premier temps, on a le budget, justement, dont je vous ai parlé, le budget qui concerne le fonds vert et notamment les 150 millions d'euros qui sont dédiés. Donc c'est un premier volet pour 2023 et on aura l'occasion de voir ce qu'il est possible de faire justement pour les aires protégées, notamment pour les années à venir et probablement même pas probablement d'ailleurs, pour le budget 2024. J'espère avoir répondu assez largement à votre question, monsieur le sénateur. Merci. Je vais donner la parole à Fabien Genet. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, je voudrais vous interroger sur la politique de réduction et de traitement des déchets. Vous avez abordé déjà cette question. J'aimerais quelques précisions. Vous disiez que la TGAP en particulier donne de la visibilité. Alors on pourra y revenir, mais peut-être parler de visibilité à moyen terme tout d'abord et puis ensuite à court terme. À moyen terme, la hiérarchie des modes de traitement de déchets conduit à éviter l'élimination par stockage, par enfouissement. Pour cette raison, la loi a fixé un objectif très volontariste de réduction de l'enfouissement de moitié en 2025 par rapport à 2010. Les capacités de stockage dans notre pays passeraient ainsi de 21 millions de tonnes en 2015 à 13 millions de tonnes en 2025 et 7 millions de tonnes en 2031.
Cette réduction des capacités de stockage est déjà à l'œuvre, on la vit sur le terrain, et mécaniquement, elle conduit à une explosion du coût du stockage, explosion du coût facturé aux collectivités et ensuite facturé aux usagers. Et finalement, cela correspond à une explosion de la marge des opérateurs privés bénéficiaires des autorisations de stockage. Peut-être qu'on pourrait déjà s'interroger sur la justesse de ce phénomène qui conduit donc à prendre dans la poche de l'usager pour aller agrandir les bénéfices et les profits des opérateurs privés qui sont encore bénéficiaires des dernières autorisations de stockage. Dans le même temps, ce mouvement devait s'accompagner d'une meilleure valorisation matière avec l'extension des consignes de tri, avec la généralisation du tri à la source des biodéchets, avec la réduction des quantités de déchets ménagers. Or, beaucoup de retard semble avoir été pris dans beaucoup de régions. Où en est-on aujourd'hui? Et finalement, quelle trajectoire de réduction de ces déchets ménagers, constatez-vous et anticipez-vous? Et à moyen terme, n'y a-t-il pas un risque que la diminution plus rapide des capacités de stockage, qui finalement est facile à décider, il suffit d'arrêter de donner des autorisations de stockage, que cette diminution plus rapide, que la diminution des quantités de déchets ménagers conduise finalement à une nouvelle explosion des coûts pour les usagers, puisqu'on aura des montagnes de déchets et plus de capacité de stockage. Et donc j'aimerais vous entendre sur cette politique à moyen terme que vous anticipez. Et puis à court terme, sur la TGAP, vous nous dites qu'elle est nécessaire, elle augmente de 2018 à 2025. Ça, sur le terrain et sur nos factures d'OM, on s'en rend bien compte qu'elle augmente. Ça, c'est indéniable. Est-ce que finalement, lorsqu'on se met à la place de l'usager, qui aujourd'hui, finalement, voudrait peut-être trier mieux ou se comporter mieux, mais finalement n'a pas toujours toutes les filières de recyclage à disposition, et vous disiez vous-même dans votre exposé qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Donc s'il y a encore des choses à faire et à mettre en place, j'en déduis que tout n'existe pas et donc l'usager n'a pas de solution. Donc l'usager n'a pas de solution. Dans le même temps, les coûts de collecte et de traitement explosent conjoncturellement avec l'inflation, avec l'explosion des coûts d'énergie. Et en plus, vous venez rajouter cette année 2023 une TGAP qui sera supérieure à la TGAP prévue pour 2022. Et comme je n'étais pas sûr de pouvoir vous convaincre avec mes seuls constats de terrain, je me permettrai de vous demander si vous partagez l'analyse de la Cour des comptes dans son dernier rapport qui dit dans sa conclusion « Le citoyen ne peut pas être responsabilisé sur ces déchets uniquement à travers de la hausse des prélèvements obligatoires qui concernent ce domaine. Les entreprises, les éco-organismes, l'État et les collectivités territoriales doivent conjointement lui offrir les moyens de modifier ses habitudes de consommation en vue de réduire le gisement de déchets. » Est-ce qu'on ne voit pas là finalement la meilleure démonstration qu'il serait raisonnable, au moins en 2023, au regard de ce contexte très particulier, de faire une pause sur l'augmentation de la TGAP pour la geler au niveau de ce qu'elle était en 2022, pour laisser à tous les acteurs cette année 2023 pour mettre en place tout ce que vous nous avez décrit à l'instant. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Frédéric Marchand. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vais vous proposer de revenir sur le sujet aquatique en évoquant les milieux humides, ces espaces à fort enjeu écologiques, économiques et sociaux. Vous savez, la France s'est engagée à préserver ces zones humides sur son territoire, notamment à travers la signature en 1986 déjà de la Convention internationale de Ramsar. Dans mon département, le département du Nord, nous avons la chance de disposer de 2 zones humides internationales au titre de la Convention, la vallée de la Scarpe et de l'Escaut, ainsi que le marais audomarois en lisière du Pas-de-Calais, donc avec des communes à la fois sur le Nord et sur le Pas-de-Calais. Alors que le réchauffement climatique ne cesse de s'accentuer, le mois d'octobre, je le rappelle, a été le plus chaud de notre histoire, que le nombre d'arrêtés sécheresse est encore très important cet automne, notamment dans le département du Nord, ces zones recouvrent une importance toute particulière. Elles doivent être non seulement préservées, mais aussi mises en valeur. La 14e conférence des parties à la Convention sur les zones humides, COP14, se tient actuellement à Wuhan, en Chine et à Genève. Et donc, c'est l'occasion de connaître un peu vos intentions et votre feuille de route s'agissant du 4e plan national milieu humide 2022-2026. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Bruno Rejoin.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, je suis sénateur de l'Allier et ce qui fait l'actualité dans l'Allier aujourd'hui, c'est la découverte du lithium. Donc, je vais vous parler lithium. La présence d'une des plus fortes réserves de lithium en Europe dans mon département de l'Allier, le projet de lancement de la première exploitation minière de ce matériau en France par le groupe Imerys pourrait alimenter près de 700 000 véhicules par an dès 2028. Si ce projet, représentant près d'1 milliard d'euros d'investissement, est une opportunité évidemment pour le pays, mais aussi bien sûr une chance pour notre département, malgré tout, je voudrais évoquer devant vous quelques sujets qui sont à travailler au sein de votre ministère. D'abord, certaines populations du département sont inquiètes et souhaitent être rassurées quant à la pollution qui pourrait être générée par cette nouvelle ressource minière exploitée à cette si grande échelle. Et donc, quelles garanties peuvent être apportées sur la sécurité environnementale? Ensuite, l'exploitation effective devant débuter en 2027. Une vigilance particulière doit, à mon avis, être observée quant à la propriété de l'entreprise Imerys. A-t-on la garantie que, d'ici là, les années vont passer, cette société française est détenue majoritairement par des capitaux européens, restera dans le giron européen et ne sera pas vendue à des acteurs chinois, par exemple? Enfin, l'extraction du lithium se fera dans le département de l'Allier. Mais qu'en est-il des deux autres étapes, c'est-à-dire l'étape du chargement et surtout l'étape finale du traitement de la ressource? Pour conforter le dynamisme du bassin économique de Montluçon, où se trouve cette potentielle exploitation, il est nécessaire que l'ensemble des opérations de valorisation soient faites localement, géographiquement localement, pour éviter des coûts de transport considérables et en plus une pollution qui dépasserait uniquement l'échelon de l'exploitation. Donc, je le dis clairement devant vous, je sais qu'il y a des volontés autour de dire mais bon, l'exploitation à un endroit c'est bien, mais la valorisation pourrait tout à fait se faire ailleurs. Donc, dans mon esprit, il y a une logique. On ne peut pas avoir l'exploitation d'un côté avec inévitablement les inconvénients que ça va générer et la valorisation ailleurs. Donc, je le dis clairement, il me semble important que le secteur montluçonnais, le bassin montluçonnais, et particulièrement la ville de Montluçon, eh bien, puisse être le lieu où seront valorisées la ressource exploitée dans une commune qui n'est pas très loin en termes de kilomètres de cette ville. Voilà les trois alertes que je voulais émettre devant vous aujourd'hui. La première étant la pollution environnementale. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Daniel Guéret. Oui, je voulais intervenir, Madame la Ministre, sur la question des réserves de substitution. Vous y avez largement accordé du temps, donc je ne vais pas m'étendre à nouveau sur le sujet. Simplement, moi, je me félicite de l'état d'esprit qui est le vôtre. On vous a écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention. L'état d'esprit qui donne, dans tous les sujets que vous avez à mettre en place, concrètement sur le terrain, une large place à la pédagogie, à l'explication, à l'accompagnement. Vous avez dit vouloir vous appuyer sur les collectivités, les populations. Ma conviction est effectivement que si il n'y a pas d'acceptation par les populations, les collectivités au sens large du terme, quels que soient les efforts que vous pourrez dégager, on n'avancera pas. Et que votre but et le nôtre est que nous avancions. Néanmoins, vous y avez fait allusion et je voudrais simplement attirer votre attention sur le sujet. Nous allons nous trouver confrontés de plus en plus, vous l'avez dit, à une obstruction, je pense, violente, ultra minoritaire, conduite par des individus qui ne sont généralement pas du tout concernés en proximité par le projet, mais dès lors que l'on décidera de construire, au-delà même d'une réserve de substitution, une route, je dirais n'importe quoi, mais qui s'inscrira dans un combat. Et il faut absolument que dans votre pédagogie, vous preniez en compte une réalité que on ne peut pas d'un côté vouloir convaincre les populations d'aller dans un sens et d'aller vite
compte tenu des urgences climatiques. Et je pense que les populations sont globalement prêtes à jouer le jeu. Si dans le même temps, d'un autre côté, une minorité de ces populations vient casser le travail qui est fait sur le terrain et des accords qui sont trouvés. En clair, il ne faut pas faire du combat pour la biodiversité, mais d'une manière générale pour l'écologie, une multiplication sur le territoire de chantiers Notre-Dame-des-Landes qui se terminent de la même manière, parce qu'à ce moment-là, il y aura un effet boomerang des populations qui considéreront que il n'y a pas de raison que finalement, s'il y en a qui jouent pas le jeu, elles le jouent. Et ça mettrait à mal, je pense, vos efforts. Alors, que prévoyez-vous? Parce que vous ne pouvez pas, au stade où le gouvernement, j'ai écouté avec attention les déclarations du ministre de l'Intérieur, que je partage d'ailleurs sur les événements de Sainte-Soline, et vous ne pouvez naturellement pas, je l'imagine bien, ignorer dans l'ensemble de vos dispositifs et de vos politiques, à un moment donné, notamment en ce qui vous concerne, à un moment donné, dans le processus de concertation, vous serez confronté à ça. Et il serait intéressant, pas forcément aujourd'hui, mais ultérieurement, que l'on puisse revenir ensemble sur votre approche pour pouvoir surpasser ces difficultés. Merci, chers collègues. Je vais donner, pour conclure cette première série de questions, la parole à Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, donc ma première question sera bien évidemment sur le plastique. Vous nous avez parlé d'économie circulaire. Alors certes, oui, pour les métaux, pour le verre, mais pour le plastique, nous n'y sommes pas tout à fait, et vous l'avez dit, seuls 24% des plastiques sont recyclés. Et puis nous nous heurtons à quelques réalités, j'allais dire chimiques, c'est-à-dire que tous les plastiques ne se recyclent pas. Tous les plastiques n'ont pas des filières de recyclage en France. Et d'autre part, les plastiques constituent des polluants qui seront là dans notre environnement pour des centaines d'années. Donc voilà ce qu'il faut déjà prendre en compte. Et comme vous nous avez parlé de la transformation de la filière textile, alors la filière textile est principalement installée en Asie. Les vêtements sont de plus en plus jetables, c'est-à-dire que je comprends bien qu'on veuille mettre en place des installations pour réemployer, recycler les vêtements, puisque effectivement la consommation de vêtements a doublé en 15 ans à peine, et que cela pose effectivement un problème. Cependant, le problème, il est effectivement sur la masse, ça c'est évident, mais il est également parce que les vêtements en textile plastique relarguent des microfibres en continu dans notre environnement, à la fois lorsqu'ils sont lavés, mais également lorsqu'ils sont portés. Et c'est de la pollution plastique, on ne pourra jamais récupérer. Donc il nous faut effectivement agir pour essayer d'éviter au maximum. Et donc je suis curieuse de connaître votre transformation de la filière textile. Je rappelle que des fibres naturelles, des fibres textiles naturelles, se décomposent dans la nature et constituent même des nutriments, dont donc aucun impact sur l'environnement. La deuxième chose, vous avez parlé de la consigne à nouveau. Or, vous savez bien que lorsqu'on a examiné la loi économie circulaire, au Sénat, nous nous étions élevés contre d'envisager cette éventualité de passer à une consigne plastique. Enfin, je rappelle quand même que sur nos territoires, nos syndicats qui ont été mis en place par nos collectivités récoltent donc les bouteilles plastiques et cela constitue une ressource que bien évidemment un consommateur, en achetant une bouteille en plastique, enfin avec évidemment une boisson à l'intérieur, va payer l'emballage une première fois, puis va le payer une deuxième fois s'il le met dans un conteneur qui sera destiné à un industriel. S'il le met dans le sac de tri des collectivités, ce sera une ressource pour la collectivité. S'il ne le fait pas, il payera plus cher. Donc voilà, c'est cette problématique-là qu'il nous faut envisager. On va remettre le sujet sur la table. Et puis, une dernière chose sur l'eau, puisque je vais tout à l'heure, je suis élue comme sénatrice à l'agence de l'eau, au comité de bassin de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, donc je vais les rencontrer moi également tout à l'heure, sur les moyens. Et pour revenir, et je suis très satisfaite de ce que je vous ai entendu dire, mais c'est vrai qu'il nous faut très vite donner plus de moyens aux agences de l'eau parce que les sujets, malheureusement, sont en train de s'accumuler. Alors, il y a le sujet de la sécheresse, évidemment,
mais il y a le sujet des micropolluants de l'eau. Or, on en teste actuellement 500, on va en introduire 100 de plus suite aux directives européennes, mais on sait qu'il y en aurait des milliers à rechercher et que donc, au fur et à mesure qu'on mettra des seuils et qu'on identifiera des micropolluants à rechercher, il nous faudra mettre en place des moyens pour réduire cette pollution. Donc voilà pourquoi, effectivement, il faudrait remettre et relever donc le plafond mordant des agences de l'eau. Je vous remercie. Merci. Je vous propose de répondre à mes collègues avant une deuxième série de questions. Je vais essayer d'être la plus complète possible. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Sénateur Genet, concernant le sujet du poids de la TGAP sur les finances des collectivités territoriales qui sont gestionnaires de déchets, évidemment, moi j'entends cette difficulté. J'ai beaucoup de remontées sur le sujet et je suis notamment en contact avec les associations représentant les collectivités, justement pour travailler avec elles sur des solutions qu'on puisse partager et qu'on puisse justement avancer sur ce sujet. Je dois vous préciser qu'il s'agit justement du coup de stimuler la création de ces projets en incitant tous les acteurs du monde des déchets à éviter la mise en décharge et l'incinération. Et l'objectif est de rendre le réemploi et le recyclage plus rentables. La trajectoire d'augmentation progressive jusqu'en 2025 a été annoncée dès 2018 pour donner justement de la visibilité à tous et pour laisser le temps au projet de se développer, d'où l'impossibilité d'arrêter le processus et de dire on arrête, alors qu'on ne partage pas forcément, je pense, le constat, et je vais pouvoir vous en dire davantage. Moi, je pense, et je partage votre avis sur le fait que c'est une mesure qui est une mesure difficile, mais elle a porté ses fruits et elle fonctionne ailleurs en Europe. Ceux qui ont développé une trajectoire de fiscalité déchets équivalente ont divisé par 2 en 10 ans les quantités de déchets ménagers mis en décharge. Et en France, en 2021, vous me demandiez des chiffres, on a noté une baisse de 10 à 20% des déchets mis en décharge et de 5 à 10% des déchets incinérés. Donc, cette réforme de la TGAP, elle s'inscrit aussi dans un équilibre financier sur les déchets qui est positif pour les collectivités. Il y a en effet un surplus de recettes de TGAP en 2020 et 2021 de plus de 80 millions d'euros par an en comparaison avec la période précédente. Et plusieurs dispositifs ont été déployés en parallèle pour aider les collectivités avec des montants bien supérieurs. Alors, tout d'abord, l'État soutient financièrement les projets de valorisation des déchets des collectivités à la place de la mise en décharge. Et en 2021, par exemple, 80 millions d'euros ont été affectés directement au projet des collectivités. La baisse de TVA sur la valorisation des déchets permet également aux collectivités d'économiser toujours 80 millions d'euros par an. Et pour 2023, le Fonds économie circulaire de l'ADEME a revalorisé de 45 millions d'euros supplémentaires. Et le Fonds vert est ouvert au projet des collectivités sur la collecte des biodéchets. Ça fait partie donc des projets qui sont possibles de déployer avec ce fonds. J'ajoute aussi que les filières REP sont mobilisées et pour les déchets d'emballage, par exemple, le nouveau cahier des charges prévoit plus de 300 millions d'euros supplémentaires en 2023 pour la prise en charge de ces déchets. Et la nouvelle filière des déchets du bâtiment permettra aussi aux collectivités d'économiser d'ici 1 an, voire 2 ans maximum, plusieurs centaines de millions d'euros par an sur les coûts de ces déchets. Monsieur le sénateur Marchand, vous m'avez interrogé sur les zones. Enfin, vous avez évoqué les zones Ramsar et le rendez-vous phare de la COP qui a lieu donc du 5 au 13 novembre 2022. Elle vise en effet à protéger les milieux humides dont le rôle dans la régulation du climat, l'atténuation des impacts des dérèglements climatiques et le soutien à la biodiversité sont essentiels. Et cette convention, elle engage les États à la conservation et à l'utilisation durable des zones humides et créer le réseau Ramsar. La 14e COP réaffirme notamment l'urgence de conserver, restaurer et veiller à l'utilisation rationnelle des zones humides. Plusieurs enjeux majeurs seront abordés. Déjà, le sujet de la gouvernance, avec la poursuite des travaux sur le renforcement de l'efficacité de la Convention,
l'amélioration de son fonctionnement et l'articulation de ses travaux avec les autres accords multilatéraux sur l'environnement. Et puis aussi sur le sujet, évidemment, du contenu. 16 projets de résolution porteront sur des sujets de fond, comme l'adoption du cadre pour la préparation du nouveau plan stratégique qui sera entériné à la prochaine COP. La France aborde la COP Ramsar en comptant sur un réseau riche de sites Ramsar couvrant plus de 3,6 millions d'hectares en métropole et en outre-mer, et demain plus encore. L'ambition de la France sur les zones humides a été renforcée par l'adoption en mars 2022 avec le 4e plan national en faveur de la protection des milieux humides, portant notamment sur la période entre 2022 et 2026. Plusieurs actions renforcent l'ambition d'acquisition et de gestion de sites. Le fait de doubler la superficie des milieux humides sous protection forte en métropole d'ici 2030, de préserver les zones humides par l'acquisition de 8 500 hectares d'ici 2026, de restaurer aussi 50 000 hectares de zones humides d'ici 2026 et d'accélérer l'extension du réseau Ramsar en France, avec la labellisation de 2 sites par an sur le territoire national. La France souhaite également engager les collectivités et les acteurs économiques, notamment en mobilisant sur les territoires dans une approche en fait stratégique de leur milieu humide et aussi sur les secteurs les plus emblématiques au milieu ordinaire, de développer des pratiques notamment aussi économiques et aussi de développer des méthodes du label bas carbone qui valorisent des projets de protection et de restauration des milieux humides. Enfin, l'enjeu de la protection des zones humides est celui de la connaissance. Il y a un travail de cartographie de l'ensemble des zones humides françaises qui sera réalisé d'ici fin 2024 pour qu'on ait un référentiel au 1/10 millième. C'est une ambition, une gestion, une mobilisation et une connaissance. C'est l'engagement de la France pour la protection des zones humides et sur lequel le gouvernement travaille quotidiennement. Donc c'est un sujet que j'ai vraiment dans le scope et que je ne lâche pas. Vous m'avez interrogé, monsieur le sénateur Rojoin, sur le lithium. Alors, je vais essayer de vous répondre parce que c'est un petit peu moins mon sujet, parce qu'il s'agit, là, pour le coup, d'un projet de transition énergétique, même si j'ignore pas que ça peut avoir un impact sur les milieux. Et donc, forcément, j'ai aussi un regard à porter sur ce sujet, donc je vais vous répondre avec ce que je sais. Déjà, vous rappeler que la réforme du code minier a été une avancée majeure sur la loi climat et résilience. Elle a permis d'avoir davantage, un renforcement de la consultation publique, déjà dans un premier temps. Et puis, on a une étude d'impact aussi qui est renforcée. On a une instruction des concessions minières qui regarde aussi la capacité des porteurs de projets. Et il y a aussi des mécanismes de protection économique des entreprises stratégiques. Donc, sur la chaîne de valeur, le ministère de l'économie est évidemment extrêmement attentif. Moi, je note vos alertes, notamment sur les 3 aspects que vous avez évoqués, et donc on y sera vigilant, et je suis certaine qu'on reviendrait vers moi. Voilà, donc pour vous assurer qu'en tout cas, j'aurai cette vigilance particulière, mais en effet, ça peut avoir un impact sur les milieux, et donc j'y serai particulièrement vigilante. Monsieur le sénateur Guéret, vous m'avez rappelé le sujet notamment des réserves de substitution. Et vous avez raison, et je l'ai évoqué précédemment, ce seront des sujets, mais d'autres aussi, qui nous connaîtrons probablement des contestations beaucoup plus fortes que nous avons connues jusque-là, avec une légitimation d'une forme de radicalisation. Moi, ce qui m'effraie, dans cette attitude, c'est que aujourd'hui, on ne fait plus confiance lorsque les scientifiques se prononcent. On peut être contre un projet, mais lorsqu'il y a des scientifiques qui se prononcent, qui donnent leur accord, qui rendent un avis, et qu'il y a un accord qui est donné sur ce type de projet, c'est vrai qu'il est inquiétant qu'on ait cette radicalisation qui se mette en place. Moi, je crois beaucoup à la méthode, à ce que nous avons lancé avec ce qui a été annoncé par le président de la République, le CNR. Le CNR, et d'ailleurs,
beaucoup d'entre vous m'ont questionné sur comment ça va être articulé sur le territoire et à quoi ça va servir en plus de la planification écologique. Les CNR, ils sont lancés sur cette fin d'année. Moi, sur un volet, évidemment, biodiversité, et je participe aussi à d'autres avec d'autres ministres en fonction, évidemment, de mon portefeuille ministériel. L'idée, c'est de se dire comment on va justement faire accepter sur les territoires ce type de projet. C'est tout à fait les questions qui vont être posées lors de ces CNR. J'ai 3 ateliers qui sont déjà programmés, et notamment comment faire accepter les projets, et quels qu'ils soient. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce sont des projets qui sont extrêmement contestés sur les territoires, souvent par une frange militante, souvent pas très concernée, vous l'avez dit, hein, qui ne sont pas sur les territoires. Et donc, on va aborder cette question, et cette question, elle va être abordée évidemment avec tous les acteurs, et aussi avec les ONG. Je note notamment sur le projet de Sainte-Soline que ce projet avait été signé avec la présence des ONG. Et aujourd'hui, elle se retire, une partie s'est retirée du projet, enfin de la signature, alors que, enfin, elles contestaient le fait qu'il n'y ait pas d'avancée, enfin en tout cas de baisse significative, et par exemple des pesticides, ou aussi la baisse des quantités d'eau utilisée, alors qu'en fait, ça ne pouvait pas être engagé jusque-là, parce que la préfète me disait que en fait, c'était simplement, il fallait justement engager, déployer ce projet pour que ça puisse aussi être... voilà, donc il fallait attendre en tous les cas. Bon, donc, sans parler trop de Sainte-Soline, parce que je pense que ça modifie le prisme, mais simplement vous dire qu'on a bien en tête justement l'acceptation de ce type de projet, et d'autres, hein, parce qu'à mon avis, ça va se répéter. Vous avez parlé des routes, mais ça, on a le projet aussi pour les lignes LGV. Et ce type de sujets, ils vont se multiplier. Donc, moi, je crois beaucoup au CNR, et on devra mettre tout le monde autour de la table pour que ces projets soient acceptés et non plus contestés. On ne peut pas accepter, en tous les cas, ce type de mobilisation. Madame la sénatrice Préville, vous avez évoqué 2 sujets. Le sujet, en premier lieu, de la filière textile. Donc, j'ai déjà donné un certain nombre d'éléments. Vous avez raison. Moi, je crois qu'il faut déjà mieux récupérer les textiles et mieux les recycler, mieux leur donner aussi, travailler sur la seconde vie des textiles. Et d'ailleurs, on a une jeune génération qui est beaucoup plus adepte de la seconde main. Et je trouve que c'est plutôt encourageant d'avoir ce nouveau type de consommation. Mais aussi, il va falloir responsabiliser le consommateur. Et on a, en parallèle, engagé un travail extrêmement sérieux, parce que moi j'ai mené justement des concertations pour justement la mise en place d'un affichage environnemental. Un peu sur le modèle du Nutri-Score. On est en train de regarder justement avec les associations de consommateurs, mais aussi avec les industriels, comment on peut se mettre d'accord sur des critères qui permettront de dire que ce produit est plus respectueux de l'environnement que l'autre. Voilà, les critères, est-ce que c'est l'empreinte carbone? Est-ce que c'est le fait qu'il a été fait à l'autre bout du monde? Mais le bout du monde ne veut pas dire que ça a été fait dans des mauvaises conditions et que ça utilise une matière qui, du coup, polluerait la nature et notamment l'eau aussi que vous avez notamment évoqué. Donc, on est en train de regarder ça, et je pense que ce sera particulièrement complémentaire à la REP textile, c'est-à-dire que demain, on pourra dire aux consommateurs, voilà, vous achetez un produit qui pollue. Et je pense que ça, c'est important, parce que d'ailleurs, les consommateurs attendent ce type d'outils. Vous avez parlé, donc, je n'oublie pas la consigne, mais vous avez parlé de l'eau et des polluants. Et en effet, ça fait partie aussi du travail qui est engagé, le chantier eau. On a des consommateurs qui aujourd'hui, des habitants, qui doutent parfois de la qualité de l'eau qui sort de leur robinet. Et donc, on doit pouvoir les rassurer sur le sujet. Et on a un travail important, et moi je l'ai rappelé au président de comité de bassin, sur la qualité des captages. Il faut qu'on soit à la hauteur, et aujourd'hui, on est en retard sur ce sujet. Donc, c'est un travail, je l'ai rappelé à plusieurs reprises au président des comités de bassin, ils l'ont bien en tête, et du coup, on va travailler sur ce sujet. Et donc, forcément, il faudra, et c'est indispensable, et d'ailleurs, ça faisait partie des ateliers de ce matin,
des rencontres des présidents des comités de bassin et évidemment des directeurs des agences de l'eau sur justement la transition agricole. Parce que c'est indispensable pour améliorer la qualité de l'eau en France et partout dans le monde d'ailleurs. Et j'oublie pas le sujet de la consigne, bien sûr. Moi, j'ai vraiment évoqué un dialogue ouvert. Hein. J'ai bien, d'ailleurs, insisté sur le si. Moi, je pense que j'ai parlé du fait que le sujet était mûr, parce que mûr pas pour l'accomplir, mais pour relancer, pour qu'il soit relancé et qu'on puisse en débattre, parce que je pense que la situation est un petit peu différente de 2019. Je pense que d'ailleurs le dialogue a été salvateur, parce que ça a permis d'engager le sujet, même si vous y êtes opposé. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le gouvernement n'a aucune certitude sur le sujet. Hein. On n'arrive pas avec des certitudes. On est juste face à des résultats, c'est qu'on est mauvais sur le recyclage du plastique. Et donc, lorsqu'on regarde nos pays voisins, on se retrouve face à des pays voisins qui ont, eux, mis en place, pour certains, la consigne plastique, parce que la consigne, on peut penser à la consigne vert, la consigne plastique, et qui sont meilleurs que nous dans le recyclage des plastiques. Donc il faut juste qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui pourrait nous rendre plus efficaces. Je n'oublie pas non plus qu'il faut qu'on arrive, et ça fait partie des objectifs qu'on s'est aussi fixés, à baisser notre dépendance au plastique. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de dire, voilà, on va continuer à produire plus de plastique et la seule solution, c'est le recyclage. Donc, moi, vraiment, tout est ouvert. On a, d'ailleurs, il y a eu une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur la réduction des plastiques. Moi, j'invite le Sénat à la reprendre et à la travailler, parce que je crois qu'elle est très intéressante. Elle était destinée au polystyrène et on a élargi en disant, si on ne développe pas de filière de recyclage assez significative, dans ces cas-là, la matière sera interdite à 2025. C'est ambitieux. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on doit aussi, à un moment donné, imposer le fait que si on ne peut pas recycler, dans ces cas-là, c'est des matières qu'on doit arrêter. Et accompagner, du coup, le recyclage de ce qui est recyclable. Et donc, c'est pour ça qu'on réouvre le sujet de la consigne, qui permet de mieux récupérer, encore une fois, les plastiques pour pouvoir les diriger vers des filières de recyclage, pour que demain, on ne soit pas aussi mauvais qu'on l'est aujourd'hui. Mais encore une fois, tout est ouvert. Et moi, je sais qu'il y a un sujet qui est très important, et vous l'avez signalé, c'est le fait qu'il n'y ait pas de perte de financement pour les collectivités. Évidemment, ça fera partie, je pense, du sujet presque principal des discussions qui seront opérées avec vous. Mais on ne doit pas nier aussi qu'aujourd'hui, on a déjà une baisse. Parce qu'il y a des filières de recyclage, des consignes sauvages, je veux dire, qui sont déjà en train de s'opérer sur certains territoires. Et donc, il y a certaines collectivités qui connaissent déjà des baisses significatives de financement. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Et compte tenu des montants, vous l'avez d'ailleurs dit, Madame la sénatrice, des montants que représente aujourd'hui le prix de la tonne de plastique, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas une augmentation de ces filières clandestines, parce que, vu le prix, c'est très intéressant pour ceux qui les mettent en place. Voilà, donc tout est ouvert, mais je crois que c'est très intéressant qu'on en reparle en début d'année. Merci. Effectivement, c'est un sujet très important, parce que, au-delà, effectivement, des pertes de recettes que pourraient avoir les collectivités, qui en plus sont des collectivités qui ont fait des efforts, qui ont mis en place une politique de tri, contrairement à d'autres collectivités qui ne l'ont jamais fait. Et donc, la problématique de ces pertes de recettes, elle sera compensée par quoi? Par une hausse de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Et donc, on est dans un cercle qui peut être vicieux, parce que ce sera de dire, écoutez, moi je faisais des efforts, et maintenant j'en fais moins parce que je trie moins, mais je paye plus cher qu'avant quand je faisais des efforts. Donc ça va être compliqué à leur expliquer. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que vous avez raison, il faut vraiment qu'on en parle. Et le deuxième point, moi qui m'inquiète également, c'est que l'État mène des politiques de revitalisation des centres-bourgs. Et derrière, la machine à vous rembourser le centime d'euro ou les 2 centimes d'euros sur la consigne de votre bouteille, l'épicier du coin, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'équiper d'une telle machine. Et donc, ce qui fera que l'usager
enfin le client, se rendra plus facilement dans la grande distribution qu'il ne pourra se rendre dans son commerce local parce qu'il retouchera ses 2 centimes pour ses 10 bouteilles et pendant qu'il aura touché ses 2 centimes pour ses 10 bouteilles, il fera ses courses là et il fera peut-être moins. Donc c'est un sujet important, c'est pas un sujet qu'on doit, excusez-moi du mauvais terme, jeter à la poubelle comme ça, mais c'est un sujet dont on doit parler. Merci. La parole est à Jean-Michel Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 15 mars dernier, votre ministère a publié donc la stratégie nationale biodiversité 2030, d'ailleurs qui est sous-titrée premier volet pré-COP 15. Ce document donc, a fait l'objet de concertations et notamment à travers les organismes qui ont été concernés, ceux-ci ont été plus que réservés, que ce soit le Conseil national de protection de la nature, le Conseil national de la transition écologique ou le Comité national biodiversité qui chacun d'entre eux ont émis un avis défavorable. Néanmoins, le texte a été publié, la stratégie est là. Le gouvernement avait annoncé à l'époque qu'il y aurait la nécessité sans doute d'intégrer le nouveau cadre mondial de la biodiversité qui sera justement élaboré pour la COP 15, qu'il y aura des révisions et des compléments et qu'il y aura des aspects opérationnels qui seront précisés au niveau de la stratégie. Donc ma première question, c'est qu'en est-il de cette révision de cette stratégie nationale? Et puis je voudrais, sans être trop long, mais illustrer par un exemple, parce que vous le savez que sous l'effet du réchauffement des mers, à l'heure actuelle, la Méditerranée orientale, mais il n'y a pas qu'elle, il y a notamment toutes les eaux qui bordent les dom-toms et même la mer de la Manche, pour lequel je suis originaire, donc sont en train d'être envahies par ce qu'on appelle des espèces de poissons, de méduses et d'autres organismes marins. Et dans la Méditerranée, on en a identifié plus de 900 qui ont été observés. Et d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, puisqu'on est maintenant dans One Ocean, c'est-à-dire que les mers sont reliées les unes aux autres et que les mécanismes d'intrusion se font notamment par le canal de Suez. Donc elle connaît, cette mer Méditerranée, mais comme d'autres mers, un phénomène de tropicalisation avec des espèces non indigènes qui sont à la fois toxiques et venimeuses. La mesure incise de la stratégie, elle est relativement légère, si vous me permettez cette expression, puisque elle s'intitule « Mieux gérer les espèces exotiques envahissantes », mais elle met l'accent sur la mise en place d'un système d'information. Je sais qu'il y a eu des opérations coup de poing qui ont été menées notamment sur les espèces invasives. Je sais que c'est extrêmement difficile de savoir est-ce qu'on laisse faire, est-ce qu'on est véritablement dans une stratégie de défense, sachant que ça va être difficile de lutter contre le réchauffement des océans, ou est-ce qu'on a une stratégie d'adaptation? Donc est-ce que vous avez précisé justement quelle est la véritable stratégie adoptée par rapport à ces espèces invasives, notamment, mais il n'y a pas qu'en Méditerranée, mais notamment en Méditerranée? Merci. J'ai encore 6 demandes de parole. Louis-Jean Nicolaï, après Ronan Dantec, Hervé Gillet, Jean-Claude Anglard, Nadège Javet et Évelyne Perrault. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. D'abord, demain, je crois que vous allez en Indre-et-Loire, sur le site de Calcia. Moi, je suis dans la Sarthe. Si vous traversez le ruisseau, vous serez dans la Sarthe. Mais si vous ne traversez pas le ruisseau, vous resterez en Indre-et-Loire. Je pense que vous resterez en Indre-et-Loire. En tous les cas, vous verrez, c'était une commune extrêmement sympathique. Juste 2 mots. D'abord, un premier mot pour soutenir Angèle Préville sur le problème et le président Longeau sur le problème de la collecte des ordures ménagères et les syndicats d'ordures ménagères publics. Parce que ça va être d'abord aujourd'hui, l'essentiel des syndicats sont financés par la taxe d'ordures ménagères. Ils ont essayé beaucoup la redevance, ça devenait très compliqué. Et donc c'est le foncier bâti qui sert de financement. Et ça sera extrêmement compliqué d'expliquer l'incitatif s'il y a en même temps des consignes à côté pour ceux qui bénéficieront du syndicat dans les maisons. Enfin, c'est un vrai chantier sur lequel il faut faire attention. Deux points, permettez, sur la chasse, puisque vous êtes en responsabilité sur la chasse. Je comprends parfaitement les volontés du gouvernement sur la question de sécurité et autres, mais je crois que la chasse, elle n'est pas la même dans le nord de la France, en Bretagne, dans le sud, dans l'ouest, etc. Et que par conséquent, le rôle des fédérations est extrêmement important pour l'organisation sur les territoires. Il y a des territoires où on a entendu que peut-être le dimanche, il faudrait ne plus chasser, mais ça concerne, c'est vrai, tout autour de la région parisienne où les gens des grandes villes vont se promener aux alentours, et dans des milieux ruraux, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont le dimanche pour chasser, simplement parce qu'ils travaillent quelquefois du lundi au samedi, notamment les artisans et les commerçants. Donc je crois que sur le problème de la chasse, il faut quand même faire attention et laisser vraiment aux fédérations départementales,
peut-être régionales s'il le faut, le soin de vous aider à organiser ces territoires. Le deuxième point, je voudrais avoir votre sentiment sur la continuité écologique sur les cours d'eau. La continuité écologique sur les cours d'eau et notamment la problématique des barrages. Bon, les barrages, pendant longtemps, on a dit que ces barrages empêchaient la continuité écologique, les poissons, etc. Et certains barrages ont des centaines et des centaines d'années. Je ne suis pas sûr que c'est empêcher la continuité écologique. Et ça joue un rôle extrêmement important pour notamment l'irrigation, pour les maraîchers, pour les agriculteurs, plutôt que d'aller pomper dans le Cénomanien, comme beaucoup le fait à partir de la sécheresse de 76. On a connu en 76 une grande sécheresse qui a permis de faire des puits de 160 à 180 mètres. Il faut peut-être mieux retenir l'eau et en profiter avec ces barrages sur les communes, sans parler de la petite hydroélectricité sur laquelle on s'est défendu, on s'est battu à 1h30 du matin, dans des places à certains, pour essayer de faire passer des amendements là maintenant. Je vous remercie. Je crois que je suis désolé, mais je suis obligé de partir pour prendre un train et je n'entendrai pas votre réponse, mais je suis sûr qu'elle sera très intéressante. Merci. La parole est à Renan Dantec. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je remercie d'abord notre collègue Louis-Jean de Nicolaï, parce que enfin, clairement, je crois que ça n'avait jamais été vraiment dit, de dire que derrière l'hydroélectricité, il y a surtout la croyance dans le fait d'avoir des réserves d'eau supplémentaires et que l'électricité peut avoir dans cette affaire. La pie-grièche à poitrine rose a disparu de France l'année dernière. Vous parliez de cette extinction silencieuse. C'est un oiseau, le Muséum d'histoire naturelle l'a confirmé dans son dernier rapport, qui a totalement disparu de France aujourd'hui. Ça pose effectivement la question de notre gestion des espèces menacées. Lors de la loi sur la biodiversité, dont le rapporteur était notre collègue Jérôme Bignon, c'était maintenant il y a 7-8 ans, avec Ségolène Royal comme ministre, nous avions rendu obligatoire dans la loi, et d'ailleurs le ministère le met toujours en gras sur son site, les programmes nationaux d'action pour les espèces menacées de la liste rouge UICN. Donc, pour toute espèce menacée, l'État, normalement, produit un PNA. Donc, ma question sur les PNA, qui est un peu une question triple, c'est d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, 7-8 ans après, on a eu un peu de temps quand même, toutes les espèces menacées de la liste rouge sont effectivement couvertes par un programme national d'action? Ça, c'est la première question. Ensuite, où on en est du financement de ces programmes nationaux d'action. Là, par exemple, pour prendre un exemple, le GECO-Vert de la Réunion, qui est absolument magnifique, le programme d'action a été validé, je crois, l'année dernière, pour à peu près 3 millions d'euros. Ça donne une idée, mais est-ce qu'on a les moyens financiers de couvrir tous les programmes nationaux d'action? C'est la deuxième question. Et la troisième, je reviens sur ma pie-grièche, parce qu'on n'est pas totalement responsable de la disparition de la pie-grièche à poitrine rose. Pas les autres pie-grièches, hein. Je vous rassure, il y a encore des pie-grièches en France. C'est quand même très lié aussi à la migration de l'espèce et à ses difficultés sur d'autres pays. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Ce qui veut dire que dans nos programmes nationaux d'action, on doit avoir un volet obligatoire de coopération internationale. Sinon, ça ne marche pas. C'est beaucoup d'espèces qui sont migratrices. Si on se contente d'agir chez nous, elles disparaîtront quand même. Donc, dans ces PNA, quelle est aujourd'hui la stratégie, surtout avant la COP à Montréal, de coopération? Donc voilà un bloc de questions sur les PNA. Et je réagis à ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur un autre point où vous avez parlé à peu près de 200 millions d'euros pour la forêt, je crois que c'est le chiffre que vous avez donné, et je rejoins l'inquiétude du président Longeau sur le fait de savoir si on a vraiment les moyens humains de replanter aux échelles annoncées. Moi, ma question, puisque vous avez parlé derrière, je l'ai bien noté, de la finance carbone, comme on a 2 programmes de compensation qui vont rapporter quand même pas mal d'argent, entre 100 et 120 millions d'euros par an, qui sont liés à Saint-Avold et à Cordemais. Est-ce que ça veut dire que vous allez mettre un tuyau direct du financement de la compensation des 2 centrales à charbon qu'on a rouvert en urgence pour financer la forêt en priorité, ce qui poserait un certain nombre de questions sur la compensation et de la finance carbone, d'équivalence quand même entre les tonnes émises et les tonnes captées? Je vais donner la parole à Jean-Claude Anglard.
Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voulais saluer, Madame la Ministre, votre volontarisme. Ma question porte, comme Roland Dantec, par la disparition, mais la diminution du nombre d'agriculteurs. Et je peux parler des agriculteurs éleveurs. Les agriculteurs éleveurs dont le nombre diminue de façon drastique et dont les troupeaux, vaches ou ovins, disparaissent. Et ma question ne porte pas sur les agriculteurs, mais sur les prédateurs, puisque vous nous avez dit que c'était de votre compétence. Et donc j'aimerais vous entendre sur le sujet du loup, le sujet du vautour et le sujet du râteau-pied. Les trois prédateurs, je ne vous parle pas du rat de Paris, hein, le surmulot, là, hein, nos amis écolos, le surmulot, je ne vous parle pas de ça, je parle vraiment du rat des champs, du vautour et du loup. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur le sujet, puisque je pense que c'est une histoire de méthode par rapport à la gestion de ces prédateurs, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Nadège Avet, et puis pour conclure, à Evelyne Perrault. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre... Excusez-moi, non, j'ai fait une erreur, j'ai oublié Hervé Gillet. Non, il était avant. Non, j'ai oublié Hervé Gillet. Oui. Je donne la parole à Hervé Gillet. Désolé pour ma collègue. Non, mais c'est bien, c'est normal, tu étais avant. Pas de souci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord, vous avez fait une communication concernant les CRTE renforcés par le Fonds vert. On ne peut que saluer, bien sûr, cette orientation. Je voudrais simplement souligner qu'à l'heure actuelle, les CRTE, et pas que les CRTE d'ailleurs, d'une manière plus générale, un certain nombre de politiques contractuelles ne sont pas conditionnées. Et il n'y a pas aujourd'hui d'objectifs qui sont assignés dans le cadre d'un certain nombre de politiques publiques qui sont mis en place. Et de fait, comme il n'y a pas d'objectifs particuliers, c'est un peu délicat. Donc, par exemple, prenons les CRTE, même si c'est peut-être pas votre compétence directe, mais je crois que vous avez quand même visiblement une implication quand même sur le sujet, compte tenu du document que j'ai sous les yeux. En tout état de cause, la notion d'objectif et de conditionnement est une notion intéressante dans la mise en place des politiques publiques, et il serait intéressant d'avoir votre avis sur ce sujet. Sur la restauration des continuités écologiques, Louis-Jean est parti, mais pour moi j'ai un avis inverse. Il s'avère que la décision qui a été prise dans ce cas de figure a mis en difficulté les agences de l'eau, et par ailleurs, même au sein de notre commission, on a vu que cette décision qui a été prise dans le cadre de la loi climat était loin d'être facilitante pour le coup. Elle n'était pas judicieusement ajustée, pourrait-on dire. Et il y avait une position d'équilibre qui avait été trouvée au sein de la commission et qui avait été d'ailleurs acceptée et qui a été tout à fait judicieuse pour trouver un bon équilibre entre la restauration des continuités et éventuellement, le cas échéant, sous couvert d'une étude approfondie, le maintien d'une limite ou d'un barrage à partir du moment où on trouvait des solutions effectivement alternatives. Je voudrais vous alerter également sur le fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de loi sur l'eau, mais qu'il y a des nécessités d'avoir des évolutions profondes en la matière, et notamment en termes de gouvernance. Je voudrais mettre en perspective le livre bleu que l'Agence nationale des études de bassin a présenté très récemment. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de les auditionner au sein même de notre commission. Mais on voit bien qu'il faut renforcer les gouvernances territoriales. Et dans ce cas de figure, les établissements publics territoriaux de bassin sont quand même une structure vraiment intéressante. Il faudrait les conforter. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là, et notamment ce qu'on appelle le réseau en tant que tel avec les EPAGE, pour être plus dans une politique de gouvernance territoriale affirmée et de solidarité affirmée entre l'amont et l'aval. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des difficultés particulières vis-à-vis du réchauffement climatique par rapport aux étiages sévères que nous avons pu subir. Je vais prendre un exemple. Je suis l'ancien président du SMEAG, syndicat mixte d'études d'aménagement de la Garonne. Le soutien d'étiage durait jusqu'à mi-octobre. Aujourd'hui, compte tenu des contraintes, on est obligé de soutenir encore la Garonne après le 31 octobre. Or, toutes les conventions étaient avec EDF et les barrages hydroélectriques jusqu'au 31. Donc on est en grande difficulté, et les services de l'État sont en grande difficulté de renégociation des lâchers d'eau, puisque quelque part on est hors convention. Donc on a un système qui est à bout de souffle aussi dans ce cas de figure, et vous savez que dans le cadre de la renégociation au niveau des conventions hydroélectriques, ce sujet a une importance toute particulière. Donc il faudra bien évidemment préserver la capacité à turbiner pour produire de l'électricité, mais la capacité au niveau des grands réservoirs de soutenir aussi les étiages avec des politiques de solidarité interbassin. Et j'aimerais également avoir votre avis sur le sujet. Je vous remercie.
Merci. La parole est à Nadège Javet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, fin avril 2022, le gouvernement a publié une liste de 126 communes qui seront les plus menacées par l'érosion côtière et qui devront s'y adapter. En Bretagne, il y a 41 villes qui sont concernées, dont plus de la moitié dans le département du Finistère. C'est normal, avec 1200 km de côte, celui-ci est particulièrement exposé. Les élus vont devoir donc réaliser des cartes du risque de recul du littoral à horizon 30 ans et 100 ans. Sur cette base seront établies des nouvelles règles d'aménagement du territoire en matière d'urbanisme. Se pose nécessairement la question d'un accompagnement pérenne financier et en matière d'ingénierie, puisque des municipalités, pour relever ces défis colossaux, auront quelques difficultés. Madame la Ministre, quels sont les crédits portés pour l'année 2023 afin de soutenir les élus dans ce travail et à quelle fin? Le fonds vert sera-t-il un levier activé pour ce faire? Et quel budget pérenne pour faire face à ce phénomène massif? Puisque plus globalement, alors que près de 900 communes sont particulièrement vulnérables aux submersions marines et que 1,5 million d'habitants vivent dans les zones inondables littorales, il est absolument nécessaire de donner une visibilité aux territoires les plus en danger. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Evelyne Perrot. Merci, Président. Madame la Ministre, vous avez parlé de zones humides et j'habite en Champagne humide. Donc la Champagne humide, c'est avant tout des forêts et des prairies. En 85, étant donné que l'élevage disparaissait, les prairies ont été retournées, drainées et pour être emblavées en blé, enfin en betterave. Et au jour d'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les terres sont fissurées, mais vous pouvez avoir des lézardes qui font 10 à 20 cm de large, et ces prairies se trouvaient autour des villages. Donc ce qui servait, voyez-vous, quand la prairie était gorgée d'eau, ça servait d'élastique à la limite entre les constructions, les terres, les prairies et les constructions. Ce qui permettait d'avoir une certaine, oui je me répète, élasticité des terres. Et au jour d'aujourd'hui, avec la sécheresse, eh bien, ces fissures qu'on remarque dans les champs, elles se prolongent jusque dans les maisons. Et il n'y a absolument plus cette élasticité qui était tout à fait normale avec la prairie. Donc j'ai fait faire dans mon village une cartographie des zones humides. Je pense que ces cartographies, pour les terres où il y avait énormément d'élevage, et comme l'élevage disparaît, devraient devenir obligatoires, parce que vraiment ça sert et ça permettrait d'éviter des constructions à des endroits qui deviennent impossibles par la suite. Voilà, merci. Merci. Madame la Ministre, je vous propose de répondre à mes collègues. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être la plus complète possible. Alors, Monsieur le sénateur Houllegatte, sur le sujet de la stratégie nationale biodiversité, on a eu un premier volet en mars dernier dont les avis étaient assez mitigés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il manquait des indicateurs, également des objectifs chiffrés, et aussi les moyens, c'est-à-dire les financements qui permettaient d'atteindre justement ces objectifs. Donc on a repris, moi j'ai, évidemment avec ma nomination, donc repris ce travail. On va justement utiliser le fonds vert, avec ces financements qui sont justement importants, qui sont dégagés et qui sont fléchés vers la stratégie nationale biodiversité. On a aussi une progression du programme 113 qui va nous permettre aussi d'avoir des moyens. J'ai remis au travail les membres, les nouveaux membres, parce qu'il y a des anciens, mais il y a aussi des nouveaux, du comité national biodiversité. Donc ça, c'était fin octobre, qui se sont réunis. Et donc, du coup, on va aboutir, et là, pour le coup, ce sera courant 2023, et ce sera d'ailleurs plutôt mars 2023. C'est en tous les cas l'échéance qui a été donnée, et donc voilà, le travail est engagé sur ce sujet. Vous m'avez également parlé des espèces exotiques envahissantes. Moi, je partage votre inquiétude sur le sujet parce que
On a ce risque sur nos territoires, et vous l'avez d'ailleurs évoqué, autant dans l'Hexagone qu'en Outre-mer. Et l'Union européenne a mis en place une réglementation qui est contraignante en 2014, qui est basée sur une liste d'espèces soumises à de nombreuses interdictions, l'importation, libération dans l'environnement et aussi la commercialisation. Et à ce jour, on a 88 espèces exotiques envahissantes qui sont réglementées en métropole. Le précédent gouvernement a lancé début 2022 un plan d'action qui vise à renforcer les aspects de surveillance et de contrôle. Et il y a aussi l'État qui finance des opérations de gestion, dites opérations coup de poing. Ce dispositif qui s'inscrit dans la stratégie nationale biodiversité 2022-2030 qui sera reconduit jusqu'en 2026. Il sera financé par le Fonds vert aussi à hauteur de 20 millions d'euros et cela permettra de financer 250 opérations par an partout sur le territoire et cela dès 2023. La mesure financera des opérations locales impliquant des acteurs divers et concernant les végétaux, il peut s'agir de fauchage, d'arrachage, d'implantation d'espèces locales concurrentes et concernant les animaux, il s'agit de tir ou de piégeage. Il y a une forte proportion de ces opérations qui concernent le territoire ultramarin, environ un tiers. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Pour répondre rapidement au sénateur Denis Collet qui nous a quittés, et notamment sur le sujet de la chasse et l'inquiétude de cette demi-journée sans chasse, moi j'ai simplement évoqué qu'aucune piste n'était écartée. Dans le rapport de qualité, encore une fois, qui a été réalisé par les sénateurs, ce sujet n'a pas été tranché, mais n'a pas été mis de côté non plus. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir des discussions sur les territoires. En effet, on ne regarde pas la chasse dans le nord comme la chasse dans le sud. On ne regarde pas les chasses sur des forêts périurbaines comme sur des forêts en ruralité. Donc voilà, moi il y a une ouverture sur ce sujet. Le sujet est sur la table parce que c'est une des solutions qui permettrait de coexister, c'est-à-dire d'avoir un certain partage de l'espace et surtout du temps. Voilà, donc en tout cas, mais moi ce que je répète souvent sur ce sujet, c'est que imaginer que c'est la seule solution et la solution miracle pour favoriser la sécurité à la chasse, c'est faux. Et donc, ça fait partie de plusieurs propositions possibles. Mais encore une fois, rien n'est statué et j'ai des discussions très nourries avec la Fédération nationale de la chasse et notamment son président Willy Schran, avec aussi, et je rencontrerai d'ici quelques jours, les ONG représentatives, également aussi les élus locaux qui se sont manifestés et que bien sûr je vais rencontrer. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir évidemment les discussions sur ce sujet pour aboutir avant Noël. Monsieur le sénateur Dantec, vous avez abordé les espèces menacées et leurs habitats, notamment, parmi d'autres sujets. En fait, en complément des règles de protection, justement, il nous faut des plans pour restaurer les espèces menacées et leur habitat. Et c'est justement le rôle des plans nationaux d'action et je peux vous assurer qu'on les poursuit et on va évidemment travailler sur ces sujets. L'idée, c'est d'imaginer les financer évidemment en partie avec le Fonds vert qui est dégagé pour 2023. Le Fonds vert, il a pour objectif d'être... Enfin, on a l'objectif avec le ministre Christophe Béchu de le pérenniser. Ce n'est pas juste 2 milliards d'euros pour 2023. L'idée, c'est qu'on ait justement un financement qui soit pérennisé. Et c'est justement l'idée de cette planification écologique, c'est comment on met les moyens pour justement atteindre les objectifs qu'on se fixe. Vous m'avez interrogé aussi sur le sujet des oiseaux, qui est un sujet évidemment important. Là, pour le coup, c'est un travail davantage à l'international qu'il faut mener. Et ça fait partie des discussions, notamment sur les sujets biodiversité, qu'on doit engager dans le cadre de la COP27, la COP15. Et donc, ça fait partie, évidemment, des sujets. J'avais également noté le mot pollution, mais je ne sais plus à quel sujet. Le lien entre la compensation carbone, Cordemais-Saint-Avold et la restauration des forêts françaises. La question était précise. Voilà.
je voulais vous répondre sur le sujet. Alors, vous dire qu'il y aura un fléchage direct, vous savez très bien que Bercy n'est pas forcément favorable et qu'on n'a pas tendance à faire ce genre de choses. Maintenant, qu'il faille qu'on baisse les subventions à tout ce qui est lié aux énergies fossiles à très court terme, ça c'est une certitude. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse attention en fait, à l'équilibre que nous avons, l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'on doit davantage inciter à avoir des pratiques vertueuses plutôt que de continuer à utiliser tout ce qui est polluant. Et par exemple, c'est souvent pris en exemple, c'est pour ça que je le cite, lorsqu'on accompagne les Français, notamment sur les 30 centimes de remise à la pompe, il est certain que ça ne va pas dans le sens de la transition écologique, parce que donc c'est une mesure d'urgence. Il faut qu'on accompagne les Français et donc on agit sur le court terme parce qu'il y a une nécessité. Mais maintenant, il est évident que ça peut avoir une incidence sur notamment la transition écologique et énergétique qu'on est en train de mener, sur le fait d'avoir aussi des investissements de nos industriels, notamment français et automobiles, sur justement le parc automobile pour aller vers des solutions plus propres. Et donc, tout ça, il faut qu'on soit vigilant à ce qu'on ne pérennise pas ce type de subventions et qu'à terme, on ait un déséquilibre beaucoup moins important et qu'on soit justement à financer davantage de pratiques vertueuses. C'est bien l'objectif. Monsieur le sénateur Anglard, alors, déjà, vous m'avez interrogé sur les agriculteurs. En effet, il y a une baisse du nombre d'agriculteurs, notamment, c'est surtout les éleveurs qui sont concernés. On a eu une année particulièrement difficile, avec une sécheresse importante qui a découragé un certain nombre d'éleveurs. Pourquoi ? Parce que on a eu une baisse de la production de fourrage, compte tenu de la sécheresse extrêmement forte qu'il y a eu. Et donc, il y a eu des choix parfois extrêmement difficiles d'arrêter en fait l'élevage et plutôt d'amener les bêtes à l'abattoir, notamment celles qui étaient, qui produisaient du lait, notamment aussi les vaches laitières, parce que justement il n'y avait plus de quoi les nourrir. Donc c'est un sujet que j'ignore pas, un sujet qui me préoccupe, parce que évidemment on a le souhait, le gouvernement porte en tout cas ce souhait d'avoir une agriculture forte et qu'on puisse être autonome en France, en tout cas au maximum. Et donc ça ne va pas dans ce sens, compte tenu qu'on a des pertes d'exploitation. Donc ça, j'y suis évidemment extrêmement sensible et on y travaille avec le ministre de l'Agriculture pour justement accompagner nos éleveurs. Vous m'avez interrogé sur les prédateurs. Alors, particulièrement sur le loup, je vous dis tout de suite, je n'aurai pas de réponse à vous donner là sur les râteaux-pieds. Je ne suis pas assez calée sur le sujet. Pourquoi ? Parce que, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais disons que j'ai eu beaucoup à travailler depuis quelques semaines, particulièrement ces derniers jours, sur le loup et sur l'ours, qui sont évidemment les grands prédateurs qui aujourd'hui sont les plus évoqués dans les territoires. Et je sais particulièrement dans cette assemblée que c'est particulièrement préoccupant et je suis extrêmement sollicitée sur le sujet. Donc sur le loup, on a une population du loup qui a dépassé en 2019 le seuil de viabilité démographique de 500 individus qui avait été fixé. L'effectif est à peu près estimé à 920 loups à l'hiver 2021-2022. Et du coup, il évolue très vite. Depuis 4 ans, la population lupine a quasiment doublé et l'expansion géographique se poursuit très régulièrement avec un nombre de zones de présence de loups qui croît fortement. On a un plan national d'action loup et activités d'élevage 2018-2023 qui est piloté par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il repose sur le financement des mesures de protection, l'indemnisation des dommages, également le suivi de la population lupine et les interventions des tirs létaux et la recherche scientifique. Alors, on constate une stabilisation des dégâts depuis 3 ans à environ 12 000 individus. Et l'an dernier, pour la première fois, le nombre d'attaques a également diminué d'environ 3%. Donc l'État a mis en place un cadre pour le financement des mesures de protection qui s'est développé
On compte plus de 20% de contrats de protection signés par les éleveurs depuis le début du plan en 2018. On a donc un préfet coordinateur loup qui se dédie entièrement sur le dossier loup. Et on a un plan d'action qui doit être revu en 2023, donc pour un temps de 2024-2029, donc un plan 2024-2029, où là, il va falloir redéfinir ce plan. Donc il y a une discussion extrêmement importante donc, qui est observée avec les acteurs, mais aussi avec évidemment le ministre de l'Agriculture sur ce sujet. Il faut voir comment on peut continuer à cohabiter avec les grands prédateurs. Le cas, vous ne m'avez pas interrogé sur l'ours, mais c'est un sujet qui est très, très important aussi, surtout dans les territoires du sud-ouest. Il va falloir qu'on arrive... Enfin, c'est deux sujets différents, et en tout cas sur le loup, il faut qu'on voit comment on arrive à cohabiter. Mais je sais que c'est un sujet extrêmement prégnant sur certains territoires, surtout sur les territoires où le loup vient d'arriver. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les territoires où le loup est arrivé depuis quelques années, les éleveurs se sont organisés et se sont protégés. Et là, on a des territoires qui sont nouvellement touchés par l'arrivée du loup. Ils sont parfois différents, qui n'ont pas le même type d'élevage aussi, bien sûr, qui ne sont pas en montagne, qui sont dans d'autres... Et voilà. Et bien sûr, je ne l'ignore pas, mais en tout cas, il n'y a pas le même niveau de protection qui est mis en place, et donc du coup, ça a des conséquences, notamment sur les troupeaux, en effet. Bonne nouvelle. Monsieur le sénateur Gillet, alors, je suis assez surprise, vous m'interrogez sur le CRTE. Vous dites voir mon nom, alors je ne veux pas contredire, vous avez un document à l'appui. Oui. Oui, sur la contractualisation, en effet. C'est vrai. C'est un sujet qu'il faudra qu'on réaborde, en effet. Vous m'avez interrogé aussi sur l'eau, et notamment sur le poids des comités de bassin. Et je l'ai dit en propos liminaire et je l'ai rappelé, c'est vrai que aujourd'hui, évidemment, il y a le conseil d'administration qui rend des avis. Sur le sujet, notamment, j'ai dit sur le projet, par exemple, de réserve de substitution, ils demandent à être davantage engagés dans le processus. Moi, je leur propose aussi de s'autosaisir. Ils sont totalement libres de s'autosaisir sur un sujet qui concerne leur territoire. Donc là-dessus, évidemment, en tout cas, moi, tout ce qui pourra permettre de redonner du poids aux instances locales, sans évidemment créer de lourdeur, parce que le but, c'est évidemment qu'on arrive à déployer un certain nombre de projets et que ce ne soit pas trop compliqué. Ce que j'ai pu noter, lorsque j'ai fait un déplacement avec la secrétaire d'État en charge de la ruralité dans la Drôme, on était début août, dans des moments extrêmement compliqués, avec des niveaux... c'est simple, il n'y avait plus d'eau dans les cours d'eau. On a fait un moment une table ronde avec beaucoup d'acteurs, tous les acteurs qui sont justement en lien avec la gestion de l'eau du département. Et ils étaient assez unanimes autour de la table pour dire qu'en fait, il y avait tellement d'acteurs que parfois, ils ne savaient plus non plus qui devait prendre les décisions. Qui était l'acteur qui devait décider, prendre la décision définitive. Et donc, je crois qu'il faut aussi, sans remettre en cause nullement le fait que ce soit une politique décentralisée, enfin, je veux dire, je crois que c'est la politique la plus ancienne, enfin celle qui est la plus tôt décentralisée, l'une des plus tôt décentralisées, et qui fonctionne. C'est pas une remise en cause du tout, et c'est pas pour une reprise par l'État. L'État doit accompagner les collectivités, accompagner les comités de bassin pour avoir une gestion de l'eau plus viable, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des limites. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive à aussi évoquer le sujet de la gouvernance, au-delà des sujets
du sujet des retours d'expérience et des projets qui peuvent être déployés sur les territoires. Je crois que le sujet de la gouvernance doit être évoqué pour, encore une fois, simplifier sur les territoires et non pas que l'État reprenne la main. Madame la sénatrice Havet, qui est partie. Elle vient de m'envoyer un SMS. Bah oui, non, mais je comprends. Elle avait s'excuser auprès de vous. D'accord. Je comprends parce que du coup, on passe un moment, mais je crois que c'est important aussi que je vous donne des réponses les plus complètes possibles. Sur le sujet, pour être assez rapide et synthétique sur le sujet du trait de côte. Aujourd'hui, il y a des financements qui sont engagés pour l'ingénierie à hauteur de 20 millions d'euros. D'ailleurs, c'est un budget qui sera de 20 millions d'euros pour 2023. On a un engagement justement sur l'ingénierie et sur les cartographies pour accompagner justement les territoires et voir comment justement les territoires vont évoluer et qu'ils puissent se préparer. Moi, j'ai déjà annoncé, et ça c'était lors du congrès de l'ANEL, qu'on allait engager justement des discussions, des concertations pour avoir un financement beaucoup plus sur la continuité. C'est-à-dire que ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à un modèle de financement qui permette d'équilibrer. On ne peut pas tout faire peser sur les collectivités territoriales et en même temps, on ne peut pas tout faire peser sur l'État. Donc, c'est comment on arrive à se mettre d'accord. Les élus me disaient, mais on vous a fait un certain nombre de propositions, vous n'avez plus qu'à les reprendre. Oui, mais sauf que lorsque je regarde le nombre de propositions, j'en ai une petite dizaine sur les modes de financement et qu'en fait, on ne s'est pas mis d'accord. Donc, en fait, moi, je crois qu'il faut qu'on reprenne justement la discussion et c'est pour ça qu'il va y avoir une concertation que j'engagerai en tout début d'année et qui sera effective pendant 1 an. Et l'idée, c'est d'aboutir probablement, là, pour le coup, si on arrive au bout d'1 an, ce sera sur le PLF 2025. Mais ça permettra d'avoir à peu près 30 ans. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on engage à peu près 30 ans de visibilité sur les financements pour nous amener à 2050. Et puis, je laisserai les gouvernements suivants engager l'avenir après 2050. Mais je pense que déjà, si on arrive à avoir une trentaine d'années de visibilité sur ce sujet, je pense que ça rassurera évidemment, et surtout les communes du littoral. Voici, et sinon sur Madame la sénatrice Perrot, sur les zones humides. Moi, j'ai commencé déjà à y répondre à un certain nombre de sujets. Sur le sujet des zones humides, comme je dis, c'est qu'il faut qu'on arrive à les préserver. C'est évidemment, elles sont extrêmement précieuses sur notre territoire et elles ont souvent été sujets à un désintérêt et donc une mise de côté et une destruction de ces zones humides, alors qu'aujourd'hui, on est en train d'appeler à ce qu'elles reviennent. Je crois qu'on a aussi un devoir d'exigence et on doit être... D'ailleurs, on le demande d'ailleurs souvent et ça nous est reproché par les pays du Sud, à qui, au niveau international, on demande de préserver leurs zones humides. Ils nous disent, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait et comment vous les restaurez? Donc je crois qu'il faut qu'on soit responsable et qu'on réengage, en tous les cas, la protection des zones humides et qu'on les restaure pour une partie d'entre elles qui ont disparu. Je l'ai indiqué notamment, on n'a pas mis de côté le fait d'avoir un parc zone humide en France, un 11e parc aux zones humides. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. Il y a certains sites qui sont aujourd'hui qui pourraient être sélectionnés. Maintenant, il faut avouer qu'il y a des contraintes importantes et que ce n'est pas toujours bien accueilli par les élus locaux. Parce que justement, il y a des contraintes. Et donc, du coup, ça mettra un certain nombre d'années, je pense, à aboutir. Mais en tout cas, le sujet est toujours évidemment sur la table. Et je n'ai pas abandonné le 11e parc zone humide en France. Moi, j'habite le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, donc il y a quand même 5000 hectares de plans d'eau. Hein. Tout à fait. Bien. Merci mes chers collègues. Merci Madame la Ministre pour cet échange que je peux qualifier échange riche et positif. De nombreux sujets ont fait l'objet d'un certain nombre de questions importantes. Sujets relativement simples pour certains à traiter, d'autres un peu plus complexes et compliqués, et qui méritent, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, et je m'en réjouis, d'un dialogue élargi. Hein, je pense à la chasse, je pense effectivement
à la problématique de la consigne, à la coexistence entre les prédateurs, l'élevage. Hein. C'est vrai que vous l'avez dit, je ne dis pas que ça va beaucoup mieux dans les secteurs où il y a une certaine habitude, mais moi, dans mon département, le ministre de l'Agriculture est d'ailleurs venu, parce qu'il y a eu 29 attaques d'eugénistes, et c'est vrai que la réaction, et il faut qu'on évite ça par le dialogue, par la discussion, par essayer de trouver des solutions, parce que la solution miracle, celle de dire on tire, oui, très bien, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution, ou alors on ne fait rien, et je ne suis pas sûr que ce soit aussi la solution. Donc je pense que tout ça, ça passe par une véritable concertation et par vraiment une discussion. Et tout ça mérite un vrai dialogue et une vraie réflexion. Sur la dernière réponse que vous avez faite sur les zones humides, moi je vais vous faire une proposition de visite. Vous viendrez dans mon département, le Doubs. Vous viendrez dans mon oui, pourquoi pas. Vous viendrez dans mon vous viendrez dans mon département le Doubs et vous visiterez et on vous fera découvrir quelques zones humides, effectivement, comme vous le dites. C'est un sujet délicat parce que c'est un sujet sur lequel il y a des oppositions. Mais là aussi, je pense que par le dialogue, c'est pas de dire celui qui n'en veut pas, c'est pas bien, puis celui qui en veut, c'est pas bien non plus. Je crois que c'est pas trop le sujet, mais voir ce qu'a fait l'épage au Doubs-Haute-Loup. Alors déjà, pour arriver à l'épage au Doubs-Haute-Loup, il y avait un syndicat mixte sur la Basse-Loup. J'ai mis au moins 10 ans au conseil départemental pour expliquer qu'il en fallait aussi en Haute-Loup. On a réussi, alors on avait fait chacun 2 syndicats dans un coin. On a réussi à un moment donné, pas moi, c'est le nouveau président du conseil départemental, à les regrouper. Et puis maintenant, on a créé un épage et sur un secteur assez large. Et je ne dis pas que tout va très très bien, mais ça va mieux. Et donc, à l'occasion, si vous avez un déplacement dans le département du Doubs, ce serait avec grand plaisir que le président Philippe Alpi vous fera découvrir ce qui a été fait sur ce secteur. Merci, à bientôt.